Bonjour à tous et tous, bienvenue dans le Talk de France Info. Salut Harold, salut DJ Boulette, salut Cristal, salut Nomade, salut Sergio, salut Julo, salut Tateou ou Tateux, je ne sais pas. Salut Cristal, on est ensemble jusqu'à 19h en direct sur Twitch et sur TikTok comme tous les jeudis pour passer ensemble au scanner ce qui se bredouille dans les interstices de l'actualité, 2 heures de décryptage de l'actu scientifique, diplomatique, géostratégique, économique, juridique, de l'attaque du web et des idées certainement, avec 2 grands thèmes, 2 fois 2 invités bien sûr avec vous dans le chat, avec vos questions que je passe directement aux invités. Vos questions qui terminent s'il vous plaît par un point d'interrogation, sinon je ne vois pas que c'est une question, et vos interventions dans le chat que vous placez sous les ordres de la bienveillance et celle de la courtoisie, on est sur le service public. S'il vous plaît, au programme de 17h à 18h, le bilan de plus de 4 ans de guerre en Ukraine, alors qu'à Genève, les émissaires ukrainiens et américains se retrouvent pour de nouvelles discussions avec la Russie, ce sera jusqu'à 18h. 18h, heure à laquelle on ira à Washington, au Congrès américain, où le président des États-Unis, Donald Trump, a prononcé le plus long discours sur l'état de l'Union, 1h47 sans annonce majeure ni changement de cap avant les élections de mi-mandat en novembre, et ce sera jusqu'à 19h. Pour l'heure et pour l'instant, il n'est jamais que 17h, passé de 18 minutes et 20 secondes, 21 secondes à Paris, exactement à peu près la même heure à Genève, où les émissaires ukrainiens et américains se sont retrouvés pour de nouvelles discussions avec la Russie, pour trouver une issue à la guerre qui est entrée mardi dans sa 5e année, un rendez-vous précédé par une nouvelle nuit d'attaques russes en Ukraine. Bonjour Nicolas Tenzer. Bonjour Ludovic. Salut Nicolas, tu es haut fonctionnaire enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions géostratégiques. Tu as commis Fin de la politique des grandes puissances, c'est paru à l'Observatoire, et Notre guerre, le crime et l'oubli, paru aussi à l'Observatoire. À tes côtés Guillaume Ancel, salut Guillaume. Bonsoir Ludo. Tu es ancien officier, tu es écrivain, tu es auteur du site d'information Ne pas subir, tu as commis Petite leçon sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre, et c'est paru aux éditions Autrement. Alors que les négociations s'enlisent à Genève sous médiation américaine, que les morts s'accumulent des deux côtés, la Russie semble n'avoir pas bougé d'un pouce sur ses positions. Qu'est-ce que les Ukrainiens attendent comme paix ? Nicolas, Guillaume, qui se lance ? Battez-vous. Tout simplement, il n'y aura pas de paix. Je veux dire que c'est aujourd'hui, mais hier aussi. Moi, c'est quelque chose que je disais Peut-être depuis que un Guillaume an. a un autre avis dans la sens. Oui, voilà, donc ça serait intéressant. Mais il n'y aura pas de paix pour plusieurs raisons. D'abord, bien sûr, la Russie ne veut pas de paix. Ça, je veux dire, on le sait depuis, on le sait toujours, n'est pas prête à céder, même si elle devait perdre encore 1 ou 2 millions d'hommes supplémentaires. Elle en a déjà perdu 1,2 million, tués ou très grièvement blessés. Et puis parce que tout ce qui est proposé aujourd'hui dans le cadre de ce théâtre d'ombre qu'on appelle parfois négociation, est totalement inacceptable pour l'Ukraine. Il n'est pas question, évidemment, qu'elle n'accepte, je dirais, de limiter la taille de son armée, qui est aujourd'hui la meilleure défense possible. En plus, c'est la meilleure armée de l'Europe. Deuxièmement, il n'est pas possible qu'elle n'accepte pas qu'un jour, éventuellement, il y ait des forces de certain nombre de pays européens sur son sol pour garantir la sécurité. Troisièmement, il n'est pas question qu'elle cède le Donbass et la Crimée, tout simplement. Parce que d'abord, le Donbass, elle ne l'a pas complètement perdu, il ne faut pas l'oublier. Et ensuite, parce que sur le territoire du Donbass, vous avez notamment 1,6 million d'enfants et de jeunes qui peuvent être mobilisés demain, qui commencent déjà à l'être d'ailleurs, par la Russie pour servir comme chair à canon pour combattre demain les Ukrainiens et bien sûr, les Européens. Et donc aujourd'hui, l'Ukraine est obligée de faire semblant, parce qu'elle essaye de maintenir, notamment vis-à-vis des États-Unis, un semblant d'ouverture. Mais ça ne peut pas aller loin. Je veux dire, elle essaye de garder essentiellement les bonnes grâces de Trump, et notamment ce qui reste du renseignement militaire américain. Mais aujourd'hui, c'est tout. Donc, on est sur ce théâtre d'ombre. L'Ukraine a quand même un grand avantage dans cette histoire. C'est quand même l'intelligence stratégique, l'intelligence technologique, des capacités de frapper de plus en plus le territoire russe. Mais pour autant, malheureusement, la Russie n'est pas non plus complètement défaite. On le voit, et elle peut porter des coups assez graves aux civils ukrainiens. Sur le plan militaire, c'est loin d'être le cas, puisqu'aujourd'hui, on voit même que la Russie recule, et qu'en tout cas, même quand elle a avancé, la Russie n'a jamais considérablement reculé, même par rapport à mars 2022. Il ne faut pas l'oublier, la Russie occupe moins de territoire ukrainien aujourd'hui que hier. Je crois que Guillaume Ancel ne souscrit pas en tout. En fait, l'avis de Nicolas est toujours très pertinent et intéressant. Moi, je regarde les choses sous un angle un peu différent, mais qui ne sont pas contradictoires avec ce que dit Nicolas. D'abord, l'accord qui est en cours de négociation sous l'égide de Donald Trump, ce n'est pas un accord de paix, c'est un accord de fin de guerre. Et il y a une grande différence entre la fin d'une guerre et la paix. La référence, c'est Gaza, où on a décrété que la guerre était terminée, mais les coups pleuvent. Donc cet accord, il est assez inquiétant parce que, à mon avis, il va être imposé par l'impatience de Trump.
Et je suis d'accord avec Nicolas quand il dit que globalement c'est inacceptable du côté ukrainien, mais à mon avis, ils n'auront pas le choix. J'explique. D'abord, la situation militaire est dans une impasse. C'est-à-dire qu'aucun des deux protagonistes peut espérer l'emporter. Les Russes avancent. Les deux camps s'épuisent de part et d'autre de la ligne de front. Ils s'épuisent, mais en même temps, il n'y a pas de vaincu. Alors, le problème d'une guerre, c'est quand il n'y a ni vainqueur ni vaincu, la guerre continue, ou alors on déclare qu'il faut l'arrêter. Et c'est ça qui va se passer. Parce que les Russes font face à des pertes colossales, mais épuiser l'armée russe, à mon avis, est hors de portée de qui que ce soit. Et par ailleurs, les Ukrainiens résistent avec un courage extraordinaire. Mais eux aussi sont en train de consommer leur jeunesse. Et ils prennent peur parce que la génération qu'ils ont préservée pendant 4 ans, elle commence à avoir l'âge, malheureusement, de devoir partir au combat parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de faire ça. Ce qui fait qu'on arrive dans cette discussion qui est absolument pas sereine, qui est toujours très dure, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Et puis, en plus, il y a un Donald Trump qui est totalement incohérent, qui change d'avis du jour au lendemain, qui promet tout et son contraire, qui change de théâtre d'opération comme de chemise, qui aujourd'hui se concentre sur l'Iran alors qu'il est en train de négocier sur l'Ukraine. Enfin, il est impossible à suivre. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, il va dire, maintenant, je veux dire que j'ai arrêté cette guerre. Et ce sera probablement avant l'été. Pourquoi ? Parce qu'il en a besoin pour ses élections de mi-terme aux États-Unis, même si les Américains s'en foutent en fait de l'affaire en Ukraine, mais pas Donald Trump. Et donc, quand il dira ça, il a un moyen de pression très fort sur la Russie de Poutine. On dit souvent, il n'a rien obtenu de la Russie. Mais en fait, à Anchorage, en Alaska, en août dernier, il a obtenu 2 choses qui sont assez importantes. La première, c'est que, en tout cas facialement, Vladimir Poutine renonce à essayer de dominer toute l'Ukraine. Pour l'instant, il dit, mon objectif, c'est le Donbass. Alors, ça change un peu de temps en temps, mais n'empêche que son objectif, c'est le Donbass. Au départ, c'était toute l'Ukraine. Et la deuxième concession qu'il a faite, et sur laquelle ses représentants reviennent au moment des négociations qui recommencent aujourd'hui à Genève, c'est le fait qu'il acceptait qu'il y ait une force d'intervention internationale qui se déploie en Ukraine s'il y avait un accord. Et d'autre part, il leur flanque des coups de pied sous la table assez réguliers. Par exemple, en allant chercher ponctuellement le trafic pétrolier avec les tankers fantômes, il leur montre qu'il est capable de les assécher financièrement avec ça. Et puis d'autre part, en donnant les informations nécessaires aux Ukrainiens pour que les Ukrainiens conduisent des frappes sur le territoire russe contre des objectifs à très haute valeur ajoutée, que les Ukrainiens seuls ne pourraient pas atteindre. Pourquoi ? Parce que ce sont les Américains qui dessinent la route de leurs drones ou de leurs missiles à travers les défenses aériennes russes qui sont très sophistiquées. Et donc, les Ukrainiens sont ultra dépendants du système de renseignement américain. J'explique avec un seul exemple. C'est que si pendant ces 4 années de guerre, alors qu'il y a 2200 km de frontière entre la Russie et la Biélorussie pour l'Ukraine, les Ukrainiens n'ont jamais été débordés une seule fois ou surpris par les Russes, c'est parce qu'il y a ce système extraordinaire de renseignement américain qui fait du prédictif, c'est-à-dire qui est capable de leur dire 3 semaines à l'avance, là les Russes disent ça, mais en réalité préparent ça. Et donc les Ukrainiens ne sont jamais laissés surprendre, à commencer par le gouvernement qui aurait dû être décapité. Zelensky était la cible de la première opération militaire spéciale ukrainienne. Et puis de l'autre côté, les Européens ont essayé de prendre le relais, ils l'ont fait financièrement, d'ailleurs on voit bien où est leur puissance, elle est financière et économique. Mais sur le plan militaire et sur le plan du renseignement, malheureusement ils ne font pas le poids. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas unis. Je vais prendre qu'un exemple aussi, les 27 systèmes de renseignement des pays de l'Union européenne ne peuvent pas se comparer au système unique de renseignement américain. Parce qu'il y a 27 fois cet investissement, mais en un seul package. Même si en réalité, c'est des agences différentes. Mais c'est un peu, si on voulait faire un comparatif rapide, c'est un peu comme si l'armée américaine, que tout le monde reconnaît aujourd'hui, est la première armée du monde. C'était 50 armées différentes parce que chaque État avait son armée. L'état des forces européennes, il est là. C'est-à-dire qu'on n'a que des armées dispersées, des industriels dispersés, des décideurs politiques dispersés. Et par conséquent, ils n'arrivent pas à parler d'une voix unique. Et c'est bien dommage, parce que les Européens ont compris au cours de ces 4 années de guerre que c'était eux qui étaient menacés, et qu'en plus, ils ne pouvaient plus compter sur le soutien américain. Mais je pense qu'on va très rapidement arriver dans une impasse qui va se régler par la force, par Donald Trump, qui va imposer aux Ukrainiens de faire des concessions, typiquement sur le Donbass. D'un point de vue américain, les 5000 km² qui manquent aux Russes dans le Donbass, dans leur esprit, c'est 1% du territoire. Pour les Ukrainiens, c'est 4 ans de combat.
Mais dans l'esprit des Américains, c'est 1% du territoire. Alors que si vous prenez les 1200 km de front actuel, il y a 40 km autour de ce front qui sont totalement rendus invivables par la guerre des drones. Vous faites le calcul, ça fait 50 000 km² qui ne sont plus viables aujourd'hui. Et donc les Américains tiennent ce raisonnement basique, 5 000 km² pour obtenir la fin de cette guerre-là, et ce ne sera pas la paix, Nicolas a parfaitement raison, ou alors on concède ces 5 000 km pour pouvoir récupérer 50 000 km² autour de la ligne de front, dans lequel on pourra de nouveau faire du business, parce que c'est la seule chose qui intéresse Trump. Donc moi, je pense que la situation va déboucher, mais sur un accord qui sera très mal fagoté, et dont les Européens seront les principales victimes. C'est-à-dire que ce sera très difficile pour eux d'assumer la suite, mais ça, on en parlera. Alors, moi, je suis essentiellement d'accord avec Guillaume sur certains points, peut-être un peu plus nuancé sur d'autres. Sur le dernier point, effectivement, que tu as évoqué, je suis évidemment totalement d'accord. Ce serait un accord tel qu'il est dessiné aujourd'hui, alors même si c'est plus le premier accord en 27 points qui était évoqué au début, ce serait un accord catastrophique pour à la fois les Européens et pour les Ukrainiens, parce que finalement, les quelques milliers de kilomètres carrés qu'il reste aux Russes à prendre effectivement dans la région du Donetsk. D'abord, si les Russes aujourd'hui progressaient comme ils ont progressé l'année dernière, il leur faudrait 2 ans. Il ne faut pas l'oublier, ça a été un think tank l'avait calculé pour prendre cette région-là. Que deuxièmement, ce sont des régions qui sont aujourd'hui extrêmement fortifiées. Ce sont aussi des nœuds stratégiques, et Guillaume, qui est plus expert que moi, je dirais en manœuvre militaire, le sait. Ce sont des nœuds stratégiques importants qui, s'ils étaient occupés par les Russes, mettraient effectivement l'Ukraine et par-delà l'Europe en assez grande difficulté. Donc mon point de vue est que les Ukrainiens aujourd'hui gagnent du temps. Et ils savent que de toute manière, Poutine sera acculé à la faute. Et regardez d'ailleurs ce que encore Lavrov a déclaré aujourd'hui. Ce n'est jamais qu'une des déclarations de plus. Il ne faut pas y prêter attention. Nous, de toute manière, on est là, on veut durer, on peut durer. Puisque tout simplement, la vie d'un homme pour Poutine et son équipe ne compte absolument pas. Donc, ils considèrent que eux, malgré les difficultés de mobilisation, ils peuvent continuer longtemps. Même si, comme l'a dit Zelensky, ils perdent environ 30-35 000 personnes par mois, les Russes, et que le but, effectivement, comme ils arrivent à peu près à en mobiliser 40 000 nouveaux, et Zelensky a tenu ce raisonnement dans son discours à la conférence de sécurité de Munich, et puis après, il a redit dans des entretiens, c'est de faire que 50 000 Russes soit tués chaque mois, enfin tués ou mis hors d'état de combat. Donc pour l'instant, je pense que les Ukrainiens ne céderont pas. Que deuxièmement, même en matière de renseignement, le renseignement militaire américain est surtout utile parce qu'il permet de détecter au moment où ils partent les tirs des missiles russes qui atteignent les civils ukrainiens. C'est un point essentiel. Je dirais. Et là, effectivement, ils seraient privés de cela, ce serait extrêmement dangereux. Malgré tout, on assiste à une montée du renseignement, alors pas malheureusement, et là je suis complètement d'accord avec Guillaume, il n'y a pas du tout d'unité du renseignement, mais je ne sais même pas si d'ailleurs c'est possible, pour des raisons de confiance, pour des raisons de coordination, de pratique, il y a quand même une montée du renseignement français et du renseignement britannique qui aujourd'hui, sur des opérations militaires, est quand même, je dirais, assez efficace. Donc mon point de vue, c'est qu'il n'y aura pas d'accord de paix, c'est là effectivement où nous avons une différence, je pense qu'il n'y aura pas d'accord de paix, tout simplement que ce serait extrêmement dangereux, et j'allais dire, heureusement qu'il n'y aura pas d'accord de paix. Parce que ce serait une paix qui serait la préparation de la future guerre. Parce que, admettons qu'on ait des Russes qui reprennent une partie du Donbass, qui utilisent toute cette jeunesse, je dirais, de la région pour les mobiliser, qui de toute manière disent, voilà, finalement, les Américains et puis peut-être les Européens qui se seront couchés nous ont donné un pouvoir de continuer à tuer, à torturer, à violer, à déporter, c'est ce qui se passe quotidiennement, toutes les personnes, et notamment les enfants qui sont dans cette région-là. Donc on est complètement impunis, et l'Europe, en ne s'imposant pas, a montré sa faiblesse. Donc nous allons concrètement continuer. Alors on a un peu de répit, on espère que M. Trump va lever toutes les sanctions, y compris les sanctions sur le pétrole, notamment sur la compagnie russe Lukoil, qui est le géant pétrolier russe, va arrêter avec la flotte fantôme, et puis finalement tout va rentrer dans l'ordre, on va reprendre un peu de souffle, on va reprendre des couleurs sur le plan économique, puisque l'économie russe elle est complètement plombée aujourd'hui. Il y a des questions dans le chat sur l'économie russe. On y reviendra effectivement peut-être, parce que ça m'est intéressant de donner quelques figures globales sur cette économie russe, et puis on va pouvoir se réarmer de manière tranquille, et notre cible, je dirais, elle est inchangée. C'est d'abord toute l'Ukraine,
Ça, c'est parfaitement clair, c'est toute l'Ukraine. Effectivement, il ne faut pas croire les Russes quand ils disent il y a le Donbass, parce que tout simplement, on n'est pas dans une guerre territoriale, mais on est dans une guerre d'extermination de la part des Russes. Il ne faut jamais oublier cette réalité. Et puis qu'après, évidemment, ce sera l'Europe. Guillaume. En fait, qu'il y ait un accord de fin de guerre ou qu'il n'y en ait pas, ça ne changera pas la suite. La suite, c'est que tant que Poutine sera au pouvoir, il n'y aura pas de paix durable en Europe. On est face à un empire menaçant et nous ne sommes plus défendus par l'empire américain. On découvre avec Donald Trump, dont on peut espérer que ça ne dure pas trop longtemps. Enfin, je rappelle quand même aux auditeurs que si jamais Donald Trump avait un gros problème de santé ou qu'il était sorti à cause de l'affaire Epstein, c'est juste J. Evans qui prendra sa place. Hein. Et là, je pense que dans la gravité des faits, à mon avis, on aura encore franchi un nouveau cap. Mais c'est un autre sujet. Nous sommes d'accord là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que on est dans une situation où l'Europe est durablement menacée. Et moi, à la rigueur, j'aurais presque plus peur d'un accord de fin de guerre à la con, parce qu'il y a beaucoup d'Européens qui s'empresseront de se dire « Ah, quel soulagement !» Comme d'ailleurs une partie des Ukrainiens. Parce qu'évidemment qu'au moment où on annonce où les combats s'arrêtent, tout le monde est soulagé. C'est un phénomène naturel. La difficulté, c'est le jour d'après. Et le jour d'après, c'est que s'il y avait un accord, il faudra que les Européens déploient une force très importante militaire pour garantir cet accord sur le sol ukrainien. Sinon, il n'y a pas de garantie de sécurité. Et il faudra qu'ils apprennent à se défendre contre une action que pourrait mener la Russie très vite, parce qu'elle n'a pas besoin de mobiliser beaucoup d'hommes pour s'attaquer, par exemple, à un des 3 pays baltes. Et aujourd'hui, l'Europe, sans les Américains, ne sait pas se défendre assez rapidement, parce que ses armées ne sont pas assez coordonnées, que la logistique n'est pas à un niveau suffisant dès qu'il n'y a plus les Américains. Le scénario sur lequel planche l'OTAN depuis 2 ans, et qui fait un peu froid dans le dos, c'est que si les Russes constituaient un nouveau corps expéditionnaire, c'est ce qu'ils ont fait contre l'Ukraine, plutôt de 500 000 hommes, un corps de 100 000 militaires, ils sont parfaitement capables de le faire militairement, ça ne leur poserait pas énormément de problèmes. Et qu'ils envahissaient un des pays baltes, si nous n'avons pas l'alerte du système américain, il faut plus d'1 mois aux pays européens pour envoyer une force pour les contrer. Or, il faut moins d'1 mois à cette force pour les Russes pour envahir ce pays balte. Donc, on se retrouverait dans une situation où on ne pourrait que constater que, en fait, les Russes se sont emparés d'un pays balte. Donc, notre question, c'est de savoir maintenant qu'est-ce qu'on fait pour défendre notre paix. La paix, c'est nos intérêts, hein, il ne faut pas se faire d'illusions dessus. Mais qu'est-ce qu'on fait pour se défendre sans avoir peur de se battre ? Parce qu'on sort de décennies où les pays européens se sont mis la tête dans le sable en disant la guerre ne nous concerne plus, c'est les pauvres et les gens qui habitent loin qui se battent. Le seul problème, c'est qu'on vient de comprendre que malheureusement, c'est pas nous qui décidions de ça. Et que, pour reprendre les mots du Premier ministre canadien, si on ne veut pas être au menu, il faut peut-être affûter nos couverts. Donc, il faut constituer enfin cette défense de l'Europe qui agrège nos moyens plutôt chacun que d'arroser nos bonsaïs en croyant qu'un jour ça fera une forêt. Plein de questions dans le chat, on va y répondre peut-être au fur et à mesure, on n'est pas obligé d'y répondre là immédiatement, mais je vous les lis. Maë Fari demande comment ça se passe, comment c'est perçu la conscription en Russie. Peut-être que vous avez une idée. Christelle dit comment peut-il faire le service après-vente de Poutine après 4 ans de guerre à la population de la Russie, une opération spéciale pour un gain nul, c'est-à-dire pas de chute du pouvoir ukrainien et une économie en crise. Est-ce qu'il ne devrait pas accepter ce plan de paix? Il y avait encore une autre question. C'est SK qui la pose. Bonsoir, salut SK. La Russie poursuit ses actes en violation flagrante des droits et des lois internationales et d'attaques sur les civils. Est-ce que ça commence à gêner d'autres pays? Et quid, qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un cessez-le-feu ou la fin de la guerre? On en a plus ou moins déjà répondu. Nicolas? Tu commences sur la mobilisation? Alors, sur la mobilisation... Moi, je vois deux questions peut-être qui crandent bien l'état de l'avancée de notre débat. C'est comment se porte économiquement la Russie et comment la population russe, certainement, perçoit cette opération spéciale qui n'en est plus une et qui est devenue une guerre. Premièrement, il y a 2 éléments. Sur la mobilisation à proprement parler, les Russes n'y parviennent plus parce que tout simplement, pour l'instant, il y a une sorte de tabou, c'est de toucher aux riches ou aux classes moyennes supérieures. C'est-à-dire que la jeunesse de Saint-Pétersbourg, de Moscou, de Nijni-Novgorod, de quelques autres grandes villes de l'ouest de la Russie, finalement, n'est pas touchée. Parce que ce serait effectivement une forme de révolution, même s'il commence aujourd'hui, c'est assez intéressant, à recruter dans les universités des gens qui ont raté leurs examens. C'est assez étonnant. Mais sinon, c'est vrai que les recrutements, c'est surtout effectivement les provinces de l'Est, ce sont essentiellement des pauvres, hein, c'est une guerre des pauvres.
Ça, c'est la réalité. Ce sont des repris de justice, ce sont des personnes sorties des hôpitaux psychiatriques, et ce sont aussi de plus en plus, même si le volume n'est pas là, malheureusement, des Africains, notamment, au-delà des Nord-Coréens qu'on Pu connaît, lire des témoignages de voilà, Kenyans, qui sont, notamment. voilà, et les Africains qui sont attirés en Russie sous des prétextes fallacieux et des faux emplois, je ne sais pas, de cuisiniers ou J'ai de, vu le témoignage d'un je ne sais Kenyan quoi. qui était recruté Voilà. comme conducteur de train. Voilà, et Qui s'est puis retrouvé sur le qui front, sont qui est mort. envoyés au front vraiment comme à la fois esclaves voués à la mort. Enfin, c'est une forme d'esclavagisme, de néocolonialisme, dans même des dimensions, je dirais, qu'on n'aurait jamais pu imaginer, je dirais, à un certain moment. Donc ça, effectivement, il y a toujours cette réticence. Deuxièmement, je pense que la plupart des Russes, qui sont quand même depuis 100 ans, je dirais, habitués à subir sans broncher, qui sont dans une forme d'apathie politique, trouvent que c'est abominable, mais tant qu'ils ne sont pas directement touchés, finalement, l'acceptent. Et ils ont l'habitude, notamment dans des provinces plus reculées, dans les campagnes, à vivre, je dirais, d'autosuffisance, de troc. Je te donne mon poulet, tu me donnes tes légumes. Enfin, vous avez ce genre de système. Et ils font le gros dos. Beaucoup aussi, quand même, de la population n'ont pas de VPN qui permettent d'accéder aux informations de l'extérieur, que de toute manière, l'ensemble des réseaux sociaux, des messageries, on vient de le voir d'ailleurs avec Telegram et WhatsApp, sont complètement coupés. Donc aussi, il n'y a pas beaucoup d'informations. Mais vous savez, moi, je me rappellerai toujours, à Tallinn, il y a 2 ans, j'étais passé devant l'ambassade de Russie, donc en Estonie, et devant, vous aviez une série de grandes pancartes mises par les Ukrainiens, rappelant les crimes abominables, les viols, les tortures, enfin, les choses que l'on sait qui sont atroces. Et puis, on manifestait, moi j'étais avec des Ukrainiens, voilà. Et puis, il y avait 2 Russes qui passaient par là, et l'un a dit en russe à l'autre, surtout passons vite, ne regarde pas. Et je trouve que c'est la métaphore de ce qui se passe. C'est-à-dire que la plupart des gens en Russie ne veulent pas regarder, ne veulent pas voir. Et ils ne veulent pas voir, notamment, à part quelques activistes, notamment d'ailleurs des organisations féministes, il faut le savoir, qui rappellent les crimes commis en leur nom, ils ne veulent pas voir cette réalité. Alors l'économie, effectivement, elle se porte mal. Je ne vais pas faire un long exposé économique, mais vous avez une inflation, je dirais plutôt autour de 20%, avec un chiffre officiel de 9%. Vous avez les réserves de la Banque centrale qui diminuent considérablement, le fonds souverain russe qui est quasiment à sec, le rouble qui plonge, des taux d'intérêt réels qui sont à 25%, des banques qui sont de plus en plus en difficulté parce que tout simplement les gens et les entreprises ne peuvent plus rembourser leurs prêts, donc c'est absolument catastrophique, d'où le fait d'ailleurs que l'Europe, dans ses 20e et 21e paquets de sanctions, veulent frapper très largement les banques russes, parce qu'ils savent que c'est là où ça fait mal. Mais la question, c'est que ça peut durer. C'est que ça peut durer. Et ça, c'est vraiment la réalité. Ça peut durer. Alors, je ne sais pas si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il y a des points de vue différents d'économistes, par ailleurs, extrêmement sérieux. Mais ça peut durer. Et de même que avec le contournement des sanctions, vous avez la Chine qui, aujourd'hui, donne à la Russie 80% des composants à ce qu'on appelle l'usage dual. C'est-à-dire qui entrent dans la fabrication des missiles, des bombes, etc. Donc tout ceci, effectivement, fait que ça peut durer extrêmement longtemps. Mais il faudra un moment. Moi, j'étais très content d'ailleurs que pour la première fois, Emmanuel Macron l'évoque lors de son discours à la conférence de Munich. Il faudra que l'ensemble du peuple russe puisse un jour reconnaître une forme de culpabilité collective et en tout cas sache quels sont les crimes qui ont été commis en leur nom. Mais ça prendra 10 ans, 20 ans, 30 ans, si, et ça je n'en suis pas sûr, il y a un jour un nouveau régime qui vient en place en Russie. Mais on n'en est effectivement pas là. Je vais faire un bilan. Alors, eh bien, évidemment, il est grossier, mais il s'appuie sur, je vais dire, des études très sérieuses des services de renseignement britanniques et français. Aujourd'hui, on peut dire, c'est une échelle que je donne, on n'a pas compté le nombre de victimes. Je vais parler en victimes. Alors attention, parce que souvent, les gens font la confusion. Victime, c'est mort et blessé. La proportion dans cette guerre, c'est 1 mort pour 3 blessés. Dans les guerres modernes précédentes la guerre en Ukraine, on était plutôt à 7 blessés pour 1 mort. Pourquoi ? Parce qu'en Ukraine, les combats sont létaux, on récupère très peu les blessés et surtout, il y a énormément de bombardements qui font beaucoup plus de victimes que les échanges de coups de feu. Donc on est à 1 mort pour 3 blessés. Il faut retenir, pour avoir une idée à peu près correcte de ce dont on parle, que cette guerre fait 600 000 victimes, morts et blessés par an. Les 2 tiers sont russes, du côté russe, puisqu'il y a aussi des acteurs extérieurs. 400 000 victimes. Et 200 000 du côté ukrainien, avec une différence avec le côté russe, c'est que là,
toutes les victimes civiles sont du côté ukrainien. Il n'y a pas de victimes civiles du côté russe. On l'oublie souvent quand on parle de cette guerre, mais cette guerre, elle est sur le territoire ukrainien et elle fait des dégâts et des morts essentiellement du côté ukrainien. Ça veut dire, puisqu'il y a 1 mort pour 3 blessés, qu'en 4 ans, on est arrivé à 2,5 millions de victimes. Ça veut dire qu'on a dépassé le cap des 600 000 morts. Donc c'est la guerre la plus meurtrière depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui est quelque chose que nous n'avions pas connu en Europe depuis maintenant presque 80 ans, qui est un vrai choc pour nous. Et là, on peut se poser la question de comment la société russe peut accepter ça. D'autant qu'ils ont envahi un pays frère. Curieuse manière de libérer, sauf chez les Khmers rouges, que d'essayer de les massacrer. Et là, on voit quand même un phénomène qui est très étonnant pour nous. C'est d'une part la puissance de la propagande de Poutine. Je pense que c'est une de ses armes essentielles. Cette propagande qui est reprise partout, mais d'abord dans la société russe. Moi, j'ai entendu des citoyens russes me dire personnellement qu'ils avaient été faire la guerre parce qu'ils estimaient que leur patrie était en danger. Vous vous rendez compte, en danger, comme s'ils avaient été un jour menacés par la guerre. Et ils y croyaient dur comme fer. C'est pas parce qu'ils avaient peur qu'on nous écoute, on ne pouvait pas nous écouter. C'est parce qu'ils étaient intimement persuadés que la patrie russe était en danger. C'est là où on voit les dégâts énormes de la propagande russe, propagande qui est relayée dans nos pays, en particulier par les extrêmes droites. Enfin, je rappelle quand même, pour ceux qui l'ignoreraient encore, que CNews, la chaîne de médias CNews, a embauché l'ancienne directrice de Russia Today. Russia Today, c'est la chaîne de propagande payée par le Kremlin. La France a mis presque 1 an avant de l'arrêter et de dire non, là, c'est pas possible qu'ils viennent chez nous apporter leur propagande. CNews s'est précipité pour embaucher cette femme et lui permettre de s'exprimer tranquillement pour défendre les arguments de Vladimir Poutine, ce que moi, personnellement, je trouve très choquant. Et je termine avec Poutine. Ce qui est très étonnant, en fait, c'est qu'une fin de guerre pourrait coûter très cher à Poutine. Je ne suis pas sûr que Poutine survivrait à la fin de cette guerre, surtout si son entourage, la société, est incapable de lui faire quoi que ce soit. Elle ne peut pas se révolter, sauf à terminer dans un camp de rééducation, et on voit bien comment ça se termine. Mais par contre, son entourage, à un moment, va prendre peur du bilan de cette guerre, c'est-à-dire du peu qu'ils ont obtenu pour le prix qu'ils ont eu à payer. Ces centaines de milliers de morts, les milliards qui ont été dépensés inutilement, les réserves d'or, les réserves de pétrole qui ont été dépensées. Et je pense qu'à un moment, son entourage voudra lui faire porter le chapeau. Donc je ne suis pas sûr que Poutine, effectivement, ait très envie que cette guerre se termine. Il fait partie de ces gens, un peu comme Benyamin Netanyahou, dont on se dit qu'en fait, ils restent au pouvoir grâce à la guerre. Et donc, ils nous font peur. Parce qu'il peut saboter les efforts de négo, y compris accepter un accord de cessez-le-feu, mais il reprendra la guerre derrière parce qu'il en a peur. Je suis entièrement d'accord, mais ça rejoint exactement ce que disait le président Zelensky à Munich. Il disait... Poutine se présente comme un tsar, mais en réalité, je le cite, il est esclave de la guerre. Et je trouve qu'effectivement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'abord, vous avez une économie de guerre qui bénéficie à une petite couche de la population russe qui en vit. C'est l'économie de guerre qui tire le pays. Et dans les usines qui travaillent, vous avez des salaires qui sont un peu meilleurs, un peu plus de protection sociale, des vêtements un peu plus luxueux, des maisons qui sont plus coquettes, etc. Et puis vous avez, pour les victimes de la guerre, même si tout n'arrive pas en fait au destinataire, vous avez des compensations matérielles. Ah voilà, vous avez perdu votre fils, mais on vous donne une belle Lada. Enfin, il y a eu des témoignages de propagande absolument terribles. On voyait effectivement les parents du fils se réjouir d'avoir une Lada alors que leur fils était mort. Enfin bon, des choses abominables. Enfin, je veux dire, quand vous voyez aussi l'espèce de côté abject, je dirais, de cette propagande. Et vous voyez que dans les milieux même intellectuels en Russie, même à Moscou, vous avez des gens qui ressortent, je dirais, des phrases comme celle que Guillaume a citée tout à l'heure. C'est complètement invraisemblable. Mais si, effectivement, on avait un arrêt de la guerre, Poutine n'aurait plus cette espèce de mouvement perpétuel. Vous savez, le mouvement perpétuel, c'était une des caractéristiques que Hannah Arendt mettait comme l'un des propres des régimes totalitaires. Il faut qu'il y ait le mouvement. Elle le décrivait à propos de Hitler et de Staline.
Mais c'est quelque chose qui entraîne tout. Il faut qu'il y ait ce mouvement. Alors là où je ne crois pas, mais pour l'instant, effectivement, si la guerre s'arrêtait d'une manière ou d'une autre, ce serait différent, c'est qu'aujourd'hui, vous savez, Poutine, c'est d'abord le chef de la Coupola, donc le clan mafieux. Donc c'est vraiment ça. Et que derrière, vous avez plusieurs clans, que certains parviennent plus ou moins à identifier. Le premier qui sort du bois pour dire on va dégommer le chef, l'autre clan rapporte au chef en disant, vous savez, ceux-là, ils veulent ta peau. Et donc, voilà, c'est d'ailleurs aussi ce qui était arrivé à Prigogine. Voilà, même si Prigogine, enfin, c'est incompréhensible ce qu'il a fait, parce qu'il savait que c'était un mafieux aussi, il savait très bien quelle était la punition de ceux qui se révoltaient. Mais c'est comme ça que c'est le chef voilà, de la Wagner. milice Wagner, et qui est mort dans un accident d'avion un tout petit peu provoqué. Certainement disons. provoqué. Voilà, donc... Voilà, c'est ça qui est absolument... Alors, peut-être, si vous me permettez juste de revenir sur un seul point. Les Ukrainiens, moi je le vois quand je discute avec eux, ils savent parfaitement que tout accord de fin de guerre, de paix, peu importe comment on l'appelle en fait, serait catastrophique pour eux. Ils le savent parfaitement. Moi, je rappelle toujours cette phrase d'une députée ukrainienne. Si nous continuons à combattre, nous allons perdre des milliers des nôtres. Si nous arrêtons de combattre, nous allons en perdre des millions. Et je pense que les Ukrainiens ne veulent pas. Aujourd'hui, tous les sondages d'ailleurs le montrent. Ils ne veulent pas aujourd'hui, ils ne veulent pas de faux accords de paix. Ils sont prêts, malgré les souffrances atroces, malgré tout ce qu'ils vivent, ils ne veulent pas, parce qu'ils le savent. Ils ont cette perception, et le président Zelensky le sait aussi, parce que si c'était lui qui devait d'une manière ou d'une autre signer une forme d'accord dont il saurait parfaitement que ce serait un faux accord, il sait très bien, il l'a dit d'ailleurs, il n'aurait pas le soutien de son peuple. Guillaume? Ouais, je vais prendre le sondage de Levada qui doit dater de février. Et on voit malheureusement, alors c'est un sondage et c'est toujours très compliqué dans une société qui est en guerre, mais on voit que désormais on a plus de 60% des Ukrainiens qui disent qu'il faut aller vers des pourparlers de paix. Quand il n'y en a plus que 31% qui disent qu'il faut absolument poursuivre la guerre. Attention, c'est ce que pensent les gens à un instant T. Moi, je suis persuadé que malheureusement, s'il y avait un accord de fin de guerre, je dis bien malheureusement, l'autre dirigeant qui mettra sa tête sur le billot, c'est Volodymyr Zelensky. Parce que dans un premier temps, tout le monde dira c'est grâce à lui qu'on a eu un accord de paix, que la paix est arrivée, enfin pardon, un accord de fin de guerre et que la guerre s'est terminée. Mais ensuite, on viendra lui reprocher tout ce qu'il aura concédé. C'est pour ça d'ailleurs que Zelensky, dans les négociations, propose aux Américains de faire un référendum lui-même pour être sûr qu'il y ait bien une partie de la population ukrainienne majoritaire qui soit d'accord avec les concessions que les Américains veulent les obliger à faire. Je pense que ce ne sera pas suffisant, parce qu'il y a toujours cette attitude assez déroutante d'une société quelle qu'elle soit, les Français n'y échappent pas, d'une mémoire de poisson rouge, qui fait que, malheureusement, ils feront payer à celui qui aura signé un accord la responsabilité d'avoir fait des concessions à l'autre. Et après, comme on l'a vu dans plein de conflits, malheureusement, ces dernières décennies, où l'Europe, encore une fois, croyait ne pas être concernée, qu'il faut des générations après pour reconstruire une relation normale. Comment est-ce que vous croyez que les Ukrainiens et les Russes, qui ont des liens intimes, enfin, je veux dire, l'imbrication des deux sociétés est gigantesque. C'est l'équivalent de la société belge avec la société française. Comment est-ce que vous croyez que ces populations-là, ces familles qui sont mixtes, demain pourront vivre avec ça, avec cette douleur en plus qu'il n'y ait pas eu un vainqueur et un vaincu? Nicolas, je te vois tiquer. Alors oui, moi j'ai vu des sondages un peu différents de celui qu'évoquait Guillaume, malgré tout, où les choses étaient plutôt, je dirais, dans l'inverse. Mais effectivement, ça peut varier. Ça peut varier d'un moment ou d'une autre, la manière de savoir qui on interroge. Et ça, je pense que c'est assez frappant. La deuxième chose, c'est que... alors, sur les liens, il y avait des liens. C'est-à-dire que vous aviez, effectivement, ça, Guillaume a tout à fait raison, des familles avec des gens qui étaient de deux côtés, des familles russo-ukrainiennes, bien sûr. Mais regardons ce qui s'est passé en Bosnie après la fin de la guerre. Pays que Guillaume connaît aussi d'une autre manière, moi que je connais également. Avant, je dirais, la guerre et la dissolution de l'ex-Yougoslavie,
vous aviez des familles qui étaient des familles bosno-serbes, croato-bosniaques, à la différence de bosniennes, bosniaques c'est-à-dire musulmans de Bosnie, vous aviez des mariages mixtes, et ça c'est quelque chose qui passait. Après la fin de la guerre, et en raison de tout ce qui s'est passé, Srebrenica, etc., les gens sont restés dans leur communauté. Communauté des Serbes, des Croates, donc plutôt catholiques, et puis des Bosniaques, donc musulmans de Bosnie. Et là, aujourd'hui, je pense qu'on va avoir quelque chose, je dirais, de totalement analogue. Et regardez aujourd'hui, mais c'est pas nouveau. Déjà, je dirais, Alla Horska, dans les années 70, à l'époque de l'URSS, a dit une chose aussi très importante. Elle était élevée dans la langue russe et elle a décidé de passer à l'ukrainien et après d'écrire en ukrainien. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes qui ont été élevées. Alors, c'est pas parce que vous êtes russophone que vous êtes pro-russe, surtout. Rappelons ça, c'est quand même très vite. Mais qui ont été élevées dans la langue russe et qui se disent aujourd'hui, nous allons parler ukrainien. Au début, avec nos enfants, nous parlions russe, parce qu'on était éduqués comme ça. Le premier, d'ailleurs, c'était le président Zelensky. Mais nous allons maintenant parler ukrainien, parce que ça fait partie de notre lutte. Et au Bélarus, vous avez également une réinvention de la langue russe. Si vous regardez ce qui se passe au Kyrgyzstan, il y a de plus en plus de Kirghizes, qui évidemment connaissent le russe, l'ancienne République soviétique, qui aujourd'hui réapprennent le Kyrgyzstan, au Kazakhstan qui réapprennent le kazakh, le ouzbek, etc. Parce qu'il y a un besoin, et la liberté passe aussi par l'affirmation culturelle, linguistique, et la séparation par rapport au colonisateur, ou à l'envahisseur, ou au grand frère un peu trop présent. Et ça, je crois que c'est très important. Dernier point, si vous me permettez, parce qu'on n'est pas rebondi peut-être là-dessus. Sur les sociétés européennes, Guillaume a une parole très juste. Aujourd'hui, elles pensaient que la guerre, c'était pour les autres. Mais elles ont oublié une réalité, c'est qu'on ne gagne pas une guerre en ne la faisant pas. Et je crois que c'est cette réalité-là. C'est-à-dire qu'il y aura un moment, moi je le dis, depuis 2014, encore plus depuis 2022, voilà. Je veux dire, il y a un moment où il faudra bien que les Européens montrent qu'ils sont vraiment volontaires pour défendre leur pays, pour défendre l'Europe. Et aujourd'hui, comme la ligne de front, tous les chefs d'État et de gouvernement européens le constatent, y compris Emmanuel Macron, la ligne de front, elle est en Ukraine. C'est cette ligne-là aujourd'hui qu'ils font défendre pour la sécurité de l'Europe. Et c'est pour ça que moi, quand je vois par exemple la coalition des volontaires, je dis c'est très bien, ça a permis de beaucoup de faire un travail stratégique, notamment de préparation, de coordination au niveau des états-majors. Mais qu'est-ce que c'est qu'une coalition des volontaires qui déploierait des troupes une fois uniquement qu'on aurait un accord de paix, alors que c'est maintenant qu'il faut garantir la sécurité des Ukrainiens. Et en plus, si demain ces troupes étaient déployées avec un accord de fin de guerre ou de paix tel qu'il a été décrit, elles seraient placées, ces troupes européennes, dans une situation bien pire sur le plan stratégique que dans la situation où elles seraient maintenant si elles étaient déployées. Peut-être, pour illustrer ce que dit Nicolas, un souvenir qui, moi, m'a beaucoup marqué, c'est quand il y a eu la contre-offensive ukrainienne en 2023. Et ce sont des conseillers, beaucoup européens, qui aidaient les soldats ukrainiens. Et de mes camarades expliquent aux Ukrainiens qu'ils ne concentrent pas assez leurs efforts et que leur référence, c'est le débarquement de Normandie. Et qu'à un moment, il faut accepter d'avoir plusieurs milliers de morts pendant plusieurs jours de suite. Mais le but, c'est de percer la ligne, Sourovikine, on se souvient à l'époque, et qu'une fois qu'elle est percée, c'est la débâcle derrière. Et là, les Ukrainiens, qui n'ont pas en plus cette culture historique sur ce genre de combat, se tournent vers leurs conseillers de l'OTAN et nous disent « Si en Normandie, vous aviez débarqué sans les Américains, vous y seriez encore. » Ça a séché mes camarades. Parce que c'est vrai que cette situation où on dit aux autres « Allez vous battre et en plus on va vous expliquer comment faire », c'est très compliqué quand on n'y est pas. Ça crée d'ailleurs des tensions chez les militaires, parce que certains voulaient y aller. Et évidemment, ce n'était pas acceptable dans la culture actuelle de notre société. Mais il faut qu'on s'interroge sur les moyens dont nous disposons réellement aujourd'hui en Europe pour stopper un conflit, et sur cette peur de se battre, qui aujourd'hui est la deuxième arme la plus puissante de Poutine après la propagande, c'est la peur. La peur. Les Ukrainiens, qui est un pays qui fait à peine la moitié de la France en termes de population, qui tient tête à la Russie depuis 4 ans. Mais ça devrait nous éclairer sur le fait qu'on n'a aucune raison d'avoir peur. Au contraire, c'est les autres qui devraient avoir peur de nous. Et là, j'en viens à un point clé,
c'est le rôle des médias. Moi, je dois dire que je suis bluffé, notamment par les médias publics, dont France Info, du fait de l'énergie et du talent de journaliste que vous avez consacré à essayer d'informer sur ce sujet depuis 4 ans. 4 ans, normalement, il n'y a aucun sujet qui résiste. Les gens n'en veulent plus parce qu'il y a une forme de lassitude qui fait que, allez vite, on passe sur autre chose. Eh bien ça, ces médias ont réussi pendant 4 ans en permanence, c'est-à-dire regarder ce qui est important. Notre défense est un sujet de société. C'est pas à l'Élysée et c'est pas à des militaires qui de toute façon ne diront jamais rien de s'emparer du sujet de la défense. C'est à nos concitoyens. C'est à eux de dire ce qu'ils veulent consacrer et comment on s'organise pour mettre ensemble nos moyens de défense et non seulement ne plus avoir peur face à un Poutine et demain ce sera un autre empire menaçant, mais surtout pour faire respecter ce qui est important pour nous sans avoir peur de se battre. Chers amis, il est 17h57, passé de 53 secondes, c'est bientôt l'heure de nous quitter. On a peut-être le temps pour une question. Moi, j'avais... Oui, le fait que la Russie, que l'économie russe aille mal, est-ce que ça la rend plus... Est-ce que ça la rend... Est-ce que c'est... Alors, est-ce que ça va la rendre menaçante, dangereuse, ou est-ce que ça pourrait la rendre plus conciliante? Pour l'instant, je dirais ça ne change rien. C'est-à-dire que, encore une fois, comme pour Poutine, il n'y a pas de volonté de make Russia great again. Je veux dire, la Russie, elle est destinée à tomber. Moi, j'ai un truc que j'écrivais déjà dans un bouquin en 2010. Elle est destinée de toute manière à tomber. Toutes les statistiques le montrent sur le plan démographique, économique, intellectuel, de la recherche, etc., etc. Quand on voit la fuite des cerveaux, la fuite des capitaux, depuis encore une fois 15 ans, hein, bien avant tous ces événements qu'on connaît. Donc, mais Poutine, c'est pas grave. Il est dans cette culture de la destruction et de la mort. Il est en train de détruire profondément son pays. Et donc, je pense que lui, effectivement, on peut dire il espère que les sanctions, qui quand même ont un effet, il ne faut jamais l'oublier, les sanctions marchent. On peut dire qu'elles pourraient marcher mieux, qu'il pourrait y en avoir plus, oui, bien sûr, mais elles marchent. Donc il espère qu'elles seraient levées. Mais même si elles n'étaient pas levées, il continuerait parce que ce n'est pas du tout ce qui l'animerait. C'est-à-dire que vous avez une idéologie poutinienne, alors ce n'est pas quelque chose qui est enfermé, si vous voulez, dans une sorte de dogme, comme dans le manifeste du Parti communiste, le petit livre rouge, petit livre vert, voilà, ou Mein Kampf. Non, c'est tout à fait différent. Mais vous avez cela, et c'est quelque chose, effectivement, qui est complètement affolant. Vous savez, vous connaissez cette fameuse phrase de Primo Levi, le gardien du camp SS, qui dit à Primo Levi, quand il lui pose une question, Hier gibt es kein Warum. Ici, il n'y a pas de pourquoi. Et je pense qu'il n'y a pas de pourquoi. On est effectivement dans quelque chose qui est vraiment la destruction, et tout ce qu'on habille avec le néonationalisme, néocolonialisme, etc., tout ça, ce sont des prétextes. 17h, allez, quasiment 18h, Guillaume Ancel. Le mot de la fin, le mot de la suite, certainement. Probablement que pour que les Européens retrouvent leur dignité sur ces sujets de menace par des empires extérieurs. Je pense qu'il faut qu'ils retrouvent cette culture de la défense qui est très présente aux États-Unis, qui est malheureusement incroyablement trop avancée dans l'empire russe. Moi, je crois beaucoup à un projet qui m'est cher politique, c'est celui d'une garde européenne. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il faut qu'on offre à tous les citoyens européens, quand ils ont l'âge de servir, et que ça n'est pas leur métier de faire la guerre, de pouvoir défendre leur sol, leur territoire, qui serait en complément des armées de métier dont on a besoin. Ce n'est pas leur rôle d'aller piloter des F-35, mais c'est que tout citoyen, et en particulier les femmes, ce sont les femmes en Ukraine qui ont permis à l'armée de ne pas être submergée par le nombre russe, de pouvoir s'impliquer dans la défense de sa société et de ne plus avoir peur de se battre pour défendre la paix. Merci Hugo Mancel. Nicolas Tanzer, le mot de la fin, le mot de la suite. Mais aujourd'hui, d'abord, je crois qu'il faut rester surtout confiant. Et c'est pas du wishful thinking, c'est-à-dire que même sur un plan strictement rationnel, je suis absolument convaincu que l'Ukraine va gagner. Alors elle va gagner dans des conditions aussi qui seront terribles, avec encore plus, malheureusement, de victimes, de morts, de civils, etc. Mais quand vous voyez l'intelligence du peuple ukrainien, son ingéniosité technologique, aujourd'hui c'est l'Ukraine qui nous donne des leçons, je dirais, en matière de drones, c'est l'armée européenne aujourd'hui qui est la plus forte et de très très loin. Donc, elle peut triompher. Alors, on peut dire, oui, c'est David contre Goliath, peut-être, oui, mais c'est cette réalité. Et je pense qu'il ne faut jamais sous-estimer, la force d'un peuple.
Merci Nicolas Tanzer, merci Guillaume Ancel, merci pour vos lumières. Il est 18h01, on est un petit peu en retard. Merci d'avoir répondu aux questions du chat, merci d'avoir répondu à mes quelques questions. Dans le chat, justement, les amis, vous ne bougez pas. On fait une courte pause le temps d'un changement de plateau. On va parler d'Amérique. L'Amérique de Donald Trump, le président américain qui s'est fendu mardi devant le Congrès du plus long discours sur l'état de l'Union de l'histoire des discours sur l'état de l'Union, avec pas de grandes annonces, mais des élections de mi-mandat en novembre en ligne de mire. C'est dans 2 minutes, vous ne bougez pas, le talk revient dans un instant. Merci. 18h07, merci d'avoir patienté. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, bienvenue dans le talk de France Info. On est ensemble jusqu'à 19h. Une bonne heure ensemble, donc juste le temps de quitter Genève pour atterrir à Washington, où devant le Congrès américain, le président des États-Unis, Donald Trump, a prononcé un interminable discours sur l'état de l'Union. 1h47, un record, pas de grandes annonces, mais de grands enjeux, puisque les Américaines et les Américains sont appelés aux urnes en novembre prochain pour les élections de mi-mandat, les élections de midterms, et que près de 47% d'entre eux jugent que leur pouvoir d'achat s'est par exemple dégradé depuis le retour de Donald Trump au pouvoir. Bonsoir, il est 18h passé de 7 minutes. Après 18h, on peut dire bonsoir sur France Info. Bonsoir Ludovine Gilly. Bonsoir. Tu es docteur en histoire, spécialiste des États-Unis, directrice de l'Observatoire Amérique du Nord de la Fondation Jean Jaurès. À tes côtés, Jérôme Yala-Godefroy. Salut Jérôme. Bonsoir. Tu es docteur en civilisation américaine, spécialiste des États-Unis. Tu es chargé de cours à Sciences Po. Tu as commis Les mots de Trump. C'est paru aux éditions Dalloz. C'était quoi ce moment, cet interminable moment, Ludivine ? C'était un moment de science-fiction. C'est-à-dire qu'on a Donald Trump qui s'est répandu comme il a coutume de le faire, en longueur. Donc effectivement, un record de durée à comparer au premier discours sur l'état de l'Union de George Washington qui a duré à peu près 10 minutes et qui n'était probablement pas cadré de la même manière. Et pendant cette heure 3/4, Donald Trump a décrit une vision totalement fantasmée des États-Unis avant de s'en prendre de manière assez sauvage à son opposition. Et là encore, en accumulant mensonges et mensonges. D'ailleurs, Jérôme, tu les as comptés. Oui, alors... combien de mensonges, Jérôme Yala ? Oui, c'est intéressant parce que il y a des sites de fact-checking. Donc, j'ai fait une petite analyse hier matin en reprenant tout ce qui avait été calculé, repris. Et on est à peu près à entre 70 et 80% de faits soit mensongers, soit trompeurs. Alors, trompeur, ça va être par exemple dire qu'il y a 18 milliards d'investissements aux États-Unis de l'étranger depuis qu'il est là, puisque ce n'est pas forcément des chiffres qu'on peut vérifier, puisque c'est des promesses comme ça, assez vagues et orales. Et carrément fausses, ça va être par exemple des choses assez évidentes. Par exemple, quand il dit que les prix ont baissé de 600%, alors, ce qui est une chose impossible, parce que ça voudrait dire qu'on rend de l'argent. Donc voilà, au-delà de 100%, c'est vraiment impossible. 100% déjà, on n'en gagne pas. Mais ça passe, en fait. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas forcément... Les chiffres donnent une impression de réel, mais en fait, ce qui compte, c'est le récit qu'il y a derrière. Et ils s'en fichent un peu, les gens, des chiffres. Heureusement pour eux, parce que sinon, effectivement, c'est quand même énorme. Et dans le pur faux, on est entre quand même 30 à 40% qui sont totalement inventés. Historiquement, les présidents utilisent le discours sur l'état de l'Union un peu pour faire nation. Ici, c'était pas vraiment le cas. Non, c'était même l'inverse. C'était pour faire quand ? On a vraiment eu... Alors, il y a eu beaucoup de moments dans ce discours, mais il y a eu toute cette phase pendant laquelle il décrit sa vision fantasmée du pays, de la gloire. Le retour de l'âge d'or. Voilà, exactement. Le grand succès sur tous les plans. Le redressement supposé d'un pays qui était en ruine quand il a repris le pouvoir. Mais il y a aussi une phase lors de laquelle il s'oppose et il met en scène l'opposition en déclarant quelque chose à quoi supposément les démocrates ne devraient pas pouvoir s'opposer. Les démocrates restent assis. Et là, Donald Trump dit, vous voyez, en fait, je pourrais guérir le cancer et même ça, on m'en rendrait pas grâce. Donc, il crée vraiment, au-delà de cette vision imaginaire des États-Unis, il crée vraiment... il nourrit la polarisation, comme il le fait depuis 10 ans, entre lui, son camp, et toute personne qui ne serait pas d'accord avec lui sur quelque sujet que ce soit. Jérôme ? Oui, c'est ça. Il a dit effectivement sur l'immigration, qui préfère
aider les Américains plutôt que les immigrés illégaux se lèvent. Et puis, les démocrates ne sont pas levés parce qu'ils voyaient bien le piège. Et là, effectivement, Trump a dit, vous voyez, vous n'êtes pas loyaux aux États-Unis, vous êtes des traîtres. Enfin, voilà. Moi, j'y vois, alors c'est intéressant parce qu'on en parlait avec Ludivine. Moi, je travaille là sur un article là-dessus, sur la structure de ce discours. C'est une structure assez classique, en fait, dans la mythologie américaine, c'est-à-dire ce qu'on appelle la jérémiade, ça vient des puritains, et c'est cette idée d'un déclin, on s'est éloigné de Dieu, et puis il y a ensuite le renouveau, la renaissance, et après il y a la grande destinée, justement. Donc on revient à l'origine. Ça, c'est quelque chose qu'on a dans la politique américaine depuis des années, et chez les présidents américains, c'est souvent le cas, notamment sur les discours sur l'état de l'Union, qui effectivement racontent la nation. Mais la différence avec Donald Trump, c'est que ce retour se fait par lui-même. C'est-à-dire qu'au général, cette renaissance est sur les valeurs, la liberté, la démocratie, retourner, voilà. Et là, en fait, c'est lui-même qui se met en scène comme le chef, et c'est par sa présidence quasiment de façon instantanée. Et depuis que je suis là, ça y est, on gagne tout, on gagne le hockey aux Jeux Olympiques, on a la médaille d'or, tout c'est grâce à moi, et il se met, et il me parle même à un moment de lui à la troisième personne dans le discours. Ça, c'est aussi du jamais vu. Donc là, on est dans une sorte de perversion de quelque chose qui est une structure mythique très forte dans le récit national. Qui se pervertit. Le retour aux valeurs, ça me fait penser, j'ai regardé beaucoup plus court, la quinzaine de minutes du contre-discours. Ça aussi, c'est une tradition qui a débuté d'ailleurs, je ne sais plus quand, mais qui existe depuis de longues décennies. Après le discours sur l'état de l'Union par le président, il y a le contre-discours de l'opposition. Et là, il était donné par Abigail Spanberger, qui a été élue en novembre et qui a pris ses fonctions en janvier comme gouverneur de l'État de Virginie. Et donc, elle, justement, dans son discours, alors beaucoup plus posé, beaucoup plus vrai, mais revient sur les pères fondateurs, les valeurs, la vérité, la science. Et là, on renoue avec quelque chose de beaucoup plus usuel, en fait. C'est un discours de personnage politique, ça n'est pas un discours de showman, en fait. Est-ce que c'est un discours de campagne, avec les midterms en ligne de mire, ou pas encore? Alors, ce qui est intéressant, c'est... Dans quelle situation il est, là, Donald Trump, actuellement? Alors, vas-y, je te laisse, parce que... Il est dans une situation très compliquée. C'est un deuxième mandat, donc déjà, quand on avance, au fur et à mesure qu'on avance dans un second mandat, on devient ce qu'on appelle en anglais un lame duck, un canard boiteux, parce qu'aux États-Unis, il n'est possible de faire que 2 mandats. Donc, on est un président qui ne pourra pas prétendre à un 3e mandat. Et donc, on perd du capital politique, puisque les députés, les sénateurs, le personnel politique local n'a pas nécessairement intérêt à continuer à courtiser un président qui ne pourra plus rien pour eux. C'est un peu différent avec Donald Trump, parce qu'il a les faveurs au sein de sa base personnellement d'une partie de la base, et donc sa parole va compter pour quelque chose auprès de ses électeurs. En revanche, il est dans une situation très difficile au-delà du fait d'être un canard boiteux, parce que la situation du pays n'est pas bonne, parce que la situation économique, et ça on pourra y revenir, n'est pas suffisamment bonne. Alors, elle n'est pas catastrophique, mais elle ne s'est pas améliorée. Elle risque fort de se dégrader étant donné les mesures qui ont été prises. Et c'est la seule chose qui peut le sauver au moment des élections. Pourquoi ? Parce que, parallèlement à la situation économique, on a, de manière générale, les normes, le droit, l'état de droit, une violence politique qui s'installe dans le pays, et toute cette partie-là de sa manière de gouverner mobilise extrêmement fortement les démocrates. Si l'économie ne va pas bien en face, les républicains, eux, ne seront pas mobilisés. Et donc, si un camp est mobilisé et pas l'autre, le résultat, c'est que les républicains perdront les élections. Et donc, on se retrouverait avec un Donald Trump qui ne dispose pas
de la majorité dans au moins l'une des chambres, potentiellement même dans la deuxième, c'est moins probable, mais ça n'est pas impossible. Et donc là, il deviendrait très très difficile pour lui de gouverner. D'ailleurs, le fait même qu'on dise maintenant aux États-Unis que même il pourrait éventuellement perdre le Sénat, même s'il y a peu de chance, c'est énorme, parce que là, la carte électorale, elle leur est très défavorable aux démocrates. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que dans ce discours, il n'essaye pas du tout d'aller au centre. Il n'essaye pas de dire, voilà, la promesse n'est pas encore totalement arrivée, mais ça va venir. Non, la promesse est déjà là. Alors ça pose question, c'est pourquoi il fait ça. Alors il y a plusieurs possibilités. D'abord, il veut peut-être motiver sa base, parce qu'effectivement, comme tu le disais bien, la base, si la base n'est pas motivée, ne va pas voter, alors ils vont pas aller voter démocrate, mais simplement ils peuvent rester chez eux. Et là, c'est vraiment un gros problème pour un grand nombre de républicains. L'autre possibilité, j'écoutais un podcast avec Ezra Klein, qui est un éditeur, qui fait des éditos au New York Times, et qui disait quelque chose que je trouve assez intéressant. Il disait, voilà, il est possible que lui-même croie dans ce qu'il dit, parce qu'il est entouré de gens qui lui disent toujours oui. Et Donald Trump, ça c'est bien documenté, il ne lit jamais les rapports, il ne lit pas. Donc, il ne lit pas les rapports, que ce soit de n'importe quel ministère, du FBI ou quoi que ce soit. Donc, il regarde beaucoup la télé. Donc, il regarde quoi ? Il regarde Fox News en priorité. Et puis, il a tous ces gens qui lui disent ce qu'il veut entendre. Donc, on se retrouve dans quelque chose qui ressemble quasiment à une dictature, dans ces gens qui s'isolent totalement. Alors, déjà, être président, vous êtes assez isolé, mais lui, particulièrement, et donc il est fort possible qu'il croie dans ce qu'il dit et que ça soit aussi une des raisons. On ne le sait pas, moi je ne sais pas ce qu'il y a dans sa tête, thank God, hein, Dieu merci, j'y suis pas, mais je veux dire, on est vraiment dans un second mandat qui est très très différent du premier, parce que un autre élément qui est sorti aussi, qu'on sait bien sur le fonctionnement de cette Maison-Blanche, c'est que par exemple, avant des gens pouvait lui dire non éventuellement ou faisait pas vraiment, etc. Et maintenant, la règle, c'est s'il demande quelque chose une fois, on attend. S'il le demande une deuxième fois, c'est qu'il veut vraiment. Et donc là, on se dit, on le fait, quoi qu'il demande. Et Susie Wild, qui est la chef du cabinet, c'est ça. Alors, beaucoup de gens disent elle le manage, mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire qu'elle est là pour plaire à Donald Trump et faire que tous les ministres s'exécutent par rapport à ce qu'il demande. Donc, il est vraiment dans une sorte de tour d'ivoire et je ne suis pas sûr qu'il soit même conscient de ce qui se passe dans le pays. Dans le chat, il y a notamment Crystal qui s'interroge sur sa santé mentale. Est-ce qu'il y en a des doutes, on a des raisons de douter de la santé mentale de Donald Trump, Ludivine ? C'est difficile à dire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est pas de raison objective, en réalité. On est face à quelqu'un qui est dans un délire permanent depuis des années. Donc, établir des crans dans le délire... C'est difficile. Ouais, il y a des petits éléments, mais on ne sait pas. Il y a toujours cette tache sur les mains qu'il a, qui serait liée à l'aspirine qu'il prend beaucoup. Mais c'est vrai que bon, il a 79 ans, donc c'est vrai qu'il se répète beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'Américains. Il trébuche beaucoup sur des mots. Voilà, il a plus de mal à parler. C'est vrai qu'on l'a vu pendant le discours. Il a beaucoup plus de mal à s'exprimer qu'avant. Bon, c'est aussi l'âge, mais est-ce que c'est quoi en faire ? Il faudrait. Moi, je suis pas médecin, donc c'est difficile. Mais il y a beaucoup d'Américains qui doutent. Hein. On voit dans les sondages, il y a eu un sondage là-dessus, et beaucoup d'Américains, même chez les Républicains, il y en a qui se demandent si il n'est pas, il n'y a pas un petit souci quand même. Il a défendu son bilan économique. Alors, la croissance économique n'a pas vraiment à rougir. Hein. C'est 2,2% en 2025, je crois. Ça reste toutefois moins que les 2,3% de 2024. Et c'est ça qu'il doit défendre. Alors. Il ne s'embarrasse pas beaucoup des chiffres. Donc, si un chiffre ne lui va pas... Mais il semble que les Américains le voient au quotidien. Alors, voilà. Lui va donner des chiffres qui lui vont. Il se trouve face, dans la perspective des élections de mi-mandat, à des électeurs qui, eux, sont confrontés à la réalité. La croissance économique, c'est une chose. Il y a un certain nombre d'autres indicateurs aussi, parce que la croissance économique, elle est un peu difficile à percevoir. C'est 1, ça a baissé oui, sur le dernier. Oui, le dernier rapport, ça a baissé un peu, ce qui préoccupe un certain nombre d'économistes. Ce qui va très bien, c'est Wall Street. Mais Wall Street, ça ne permet pas aux gens de payer leur loyer. Et d'ailleurs, les loyers, eux, ils augmentent. Il y a un certain nombre de prix de biens qui ont diminué. Très important pour les États-Unis, c'est l'essence, puisqu'ils se déplacent énormément en voiture, et c'est un prix qu'ils voient.
au quotidien. Ça a baissé. Le prix des œufs aussi a baissé après avoir atteint des sommets. Mais on a toute une série d'autres prix qui, eux aussi, sont constatés au quotidien par la population. C'est le prix de l'électricité, c'est le prix du gaz, c'est le prix du bœuf, pour n'en citer que quelques-uns. Et ensuite, on a les questions de logement, je parlais des loyers, et les prix de la santé. On a à peu près deux tiers de la population aux États-Unis qui dit être potentiellement inquiète sur le fait de pouvoir faire face à des dépenses de santé imprévues. Et depuis le mois de janvier où l'administration Trump a refusé de prolonger des crédits d'impôt qui permettaient de combler l'augmentation des prix des assurances maladie, on se trouve face à des ménages qui ont des milliers, parfois des dizaines de milliers d'euros, de dollars à payer en plus par rapport à l'an dernier sur l'année pour l'assurance. Ça vient en plus des frais habituels. Donc, la situation au quotidien, les gens voient bien qu'elle ne s'améliore pas, et même les républicains disent que les prix ont augmenté. Et lui dit les prix s'effondrent. C'est vraiment ce qu'il raconte. Et alors, c'est intéressant parce que sur l'exemple de l'essence, oui, l'essence a baissé, sauf que lui, il va encore plus loin. Il dit, oui, c'est en dessous de $2 dans plein d'États, alors qu'en fait, pas du tout. Ça n'est nulle part. Alors, évidemment, il y a le fact-checking après. On est en moyenne au-dessus de $3. Et puis, en plus, le gallon, donc. Et puis là, il y a rien qui est en dessous de $2. Les œufs, c'est pareil. Les œufs, il y avait la grippe aviaire, donc il y a eu un effondrement de la production, c'est reparti, et donc lui dit que c'est grâce à lui, bien évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il fait la même erreur finalement, je dirais en plus énorme parce que c'est du Trump, que Joe Biden. Parce que Joe Biden s'est beaucoup décroché dans les sondages aussi par rapport à ce discours qui est vrai qu'il tenait avec des bons chiffres. Les chiffres s'amélioraient, mais ce qui ne correspondait pas à ce que voyaient les gens. Et donc, forcément, les gens se disent, mais en fait, on ne nous écoute pas, quoi. C'est cette élite qui est hors sol. Satellisé. Et en fait, Donald Trump fait cette même erreur. Et il n'y a pas du tout l'idée que oui, il y a des choses qui vont pas encore, peut-être qu'il faudrait, ça va venir. Non, même pas. C'est vraiment, ça y est, on a réussi. Et un problème qu'a Donald Trump sur ce sujet-là, c'est que Joe Biden a fait la même erreur juste avant lui. Mais c'est ce précisément qui a permis à Donald Trump de remporter cette élection. C'est l'ironie de tout ça. Oui. Donc, il est attendu au tournant, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il est attendu au tournant par son électorat sur ce sujet-là. D'ailleurs, j'ai vu passer une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps sur qu'est-ce qui peut remettre en cause à droite ou à gauche le soutien inconditionnel à un homme politique. Et en fait, pour les républicains, enfin pour la droite aux États-Unis, la démocratie, finalement, c'est pas si grave si l'économie se porte bien. Alors que du côté démocrate, on met la démocratie avant. Et donc là, on voit, il y a un gros problème pour Donald Trump parce que s'il ne réussit pas à améliorer de manière tangible la situation économique, sa base va le lâcher. Il y a Cristal qui demande, il y a quelques mois on parlait des files interminables. Alors Cristal, je ne vois pas de quoi tu parles, mais peut-être que vous voyez. Qui demande, il y a quelques mois on parlait des files interminables de voitures devant l'assistance alimentaire aux États-Unis. Comment a évolué la situation ? Moi je n'ai pas vu ces files interminables. Ça mais c'était peut-être au moment du shutdown, je pense. Lorsqu'il y a eu l'incapacité du Congrès à voter le budget, en fait, ça a suspendu le versement de certaines aides fédérales au programme d'aide alimentaire. Et donc, alors c'est la première fois d'ailleurs, et c'est la première fois d'ailleurs que pendant un shutdown, ce service-là était, en général, il est mis en priorité. Et là, c'est la première fois que dès le départ, Donald Trump a dit, eh ben voilà, on pourra plus payer on paiera plus ces aides. On avait ça, et puis le shutdown lui-même. Qu'est-ce qu'il a pour conséquence pour les employés fédéraux ? C'est qu'ils n'ont plus de salaire, en fait. Donc, ils font la queue
devant les Pour aller endroits où on leur donne de l'aide pour aller alimentaire. Pour rappel, le shutdown, c'est quand il y a pas d'accord Oui, merci, Jérôme. sur le budget et que du coup, tout est gelé, un petit peu comme ce qu'on a eu nous, sauf que là, il n'y a pas du tout d'autres service possibilités. Il y a rien, donc il n'y a plus d'argent du jour au lendemain. Donc c'est un gros problème. Maëfari demande, alors c'est connexe, c'est comment les démocrates peuvent-ils se sortir de leur impopularité, même si, constate Maëfari, pense en tout cas Maëfari, même s'il y a un regain, notamment à New York. Alors il y a deux questions, hein, c'est les démocrates sont-ils à ce point-là impopulaires, et comment pourraient-ils se rendre, le cas échéant, plus désirables? C'est le paradoxe de la situation, en fait. J'ai dit juste avant que les élections de mi-mandat allaient être extrêmement difficiles pour Donald Trump. Et paradoxalement, les démocrates n'ont jamais été aussi impopulaires sur les dernières décennies. Et ça ne les empêchera pas, vraisemblablement, de remporter la Chambre des représentants. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sera un vote contre Donald Trump, contre tout ce qui se passe, peu importe qui sont les candidats pour le Mais Parti pas démocrate. pro-démocrate. En revanche, j'ai failli proposer une tribune qui aurait dit pourquoi les démocrates vont gagner les élections de mi-mandat en 2026, remporter la présidence en 2028 et perdre la présidence en 2032. Pourquoi ? Parce que c'est une manière provocatrice de dire que si les démocrates ne règlent pas leurs problèmes internes, ils vont rester impopulaires. Aujourd'hui, il y a vraiment, pour dire très rapidement, il y a deux grandes tendances. Il y a la tendance modérée, centriste, qui est un peu basée sur ce qu'a fait Clinton et ce qu'on un peu fait. représenté par justement Abigail la gouverneure de de Virginie Voilà. qui a fait le contre-discours. Exactement. Donc on a cette tendance-là, modérée. Et on a une tendance progressiste. Donc c'est la tendance qui peut être incarnée par Zoran Mamdani à New York, qui est incarné au Congrès par Bernie Sanders, même s'il n'est pas membre du Parti démocrate, par Alexandria Ocasio-Cortez. Et on a vraiment ces deux tendances qui se disputent sans pour le moment qu'une ait pris le dessus. On verra ce qui se passera lors des primaires pour les élections de mi-mandat. Ça donnera peut-être une indication. Mais les démocrates, s'ils ne règlent pas leurs problèmes internes et s'ils ne choisissent pas une ligne claire, vont droit au casse-pipe après. Alors, juste un tout petit bémol, c'est que, disons que le sujet principal pour eux, ça va être l'économie. Parce que ce qu'on voit, en fait, ce qu'il y a en commun dans toutes les élections qu'il y a eu, les élections partielles qui ont eu lieu depuis quelques mois, que ça soit justement la gouverneure de la Virginie ou bien Mamdani à New York, qui sont vraiment sur des spectres très différents, c'est ce qu'on appelle en anglais affordability, donc c'est le pouvoir d'achat. Et ça parle. Et donc, alors, c'est ça la carte à jouer des démocrates, ce c'est sont le des pouvoir promesses de campagne. Et après, et le problème de l'économie aussi, c'est que, en réalité, le politique est quand même limité. Hein. Il y a beaucoup d'autres. Une marge de manœuvre assez voilà. forte. On le sait très bien. Mais en tout cas, l'attente est très forte par rapport à ça. Et il faut qu'ils puissent y répondre. Et c'est vraiment sur ce sujet-là, effectivement, les solutions, en tout cas envisagées, je dirais, plus à la droite du parti et à la gauche du parti, sont quand même assez différentes à ce stade. Après, on est encore loin des élections, notamment des élections présidentielles après. Donc, ça va être intéressant de voir effectivement ce qui se passe là aux élections de mi-mandat. Il faut savoir aussi que, juste en petite parenthèse, c'est que Mamdani, par exemple, ne peut pas se présenter aux élections présidentielles puisqu'il n'est pas né sur le né américain. Je te demande une question de Michael Colcienen, salut Michael, qui dit où est-ce qu'on pourrait situer la tendance Sanders-Mamdani dans le paysage politique français, à gauche, centre-gauche? Est-ce que c'est possible? Demande-t-il. C'est difficile. Quand même, Ouais, ça n'aurait pas beaucoup de sens. C'est difficile parce qu'en fait, les logiques politiques ne sont pas les mêmes. Si on avait à hasarder un positionnement, c'est certainement pas du côté de LFI, c'est plus au centre. C'est quelque part entre LFI et le PS. Ouais. C'est plus proche du PS que de LFI. Du PS, voilà, Moi, je dirais ça aussi. Voilà. Ouais. Tout est un peu décalé quand même. Oui. Une question de Wendigo. Salut Wendigo. Donald Trump peut prendre apparemment des décisions sans passer par le Congrès, même si ça n'est pas forcément légal, non, c'est pas légal, comme les droits de douane par exemple récemment. Est-ce qu'il pourrait se passer d'être majoritaire dans le Congrès? Alors,
il y aura toujours Et la réponse est oui et non. enfin, il peut se passer le problème. Alors, ce qu'il craint le plus, il passe pas par le législatif, c'est vrai, et ça, c'est un gros problème. Il est retoqué après par la justice, par les juges, par la Cour suprême aussi, on l'a vu récemment. Mais il y a toujours une différence entre le temps politique et le temps judiciaire. Surtout qu'il faut prouver qu'il y a eu un problème, donc il faut déjà que le décret présidentiel ait été appliqué pour qu'on puisse se plaindre auprès de la justice, comme quoi il y a eu une injustice et en tout cas quelque chose d'inconstitutionnel. Il faut que ça soit mis en place. Mais ce qui se passe, c'est que ce qu'il craint surtout, c'est l'impeachment. Alors, non pas s'il a une des chambres, de toute façon, ça ne passera pas à la majorité. Donc ça n'ira pas au bout. C'est la destitution. Il peut être impeaché, il peut être censuré. Alors, c'est ça, il est censuré, mais il n'est pas démis de ses fonctions s'il n'y a pas le vote final, notamment au Sénat. Mais ce qui peut se passer, c'est que ce sont des auditions publiques où alors là, on va sortir tout ce qui peut être sorti. Il y aura donc ça va être du vrai show, un spectacle. Hein. Et là, effectivement, c'est pas forcément très favorable aux Républicains parce que beaucoup de choses vont être mises sur la place publique. Et voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il craint quand même. Il le dit. Hein. Il dit, il faut absolument pas que les démocrates soient élus, sinon je vais être mis en accusation. Alors, il y a un autre aspect aussi, c'est que là, Donald Trump peut abuser de son pouvoir de manière assez large, notamment parce que le Congrès est aux abonnés absents. Et pourquoi est-ce que le Congrès est aux abonnés absents ? Parce que les républicains ont la majorité à la Chambre et au Sénat, et qu'ils n'assument pas le rôle constitutionnel qui est le leur, de jouer leur rôle de législateur. Si les démocrates reprennent la majorité dans l'une ou l'autre des chambres, ils empêchent Donald Trump de s'asseoir sur le Congrès. Donc il y aurait vraisemblablement des auditions et des enquêtes ouvertes. Et il faut aussi se souvenir d'une chose, c'est que j'ai regardé avant de venir... Tu parles de novembre, là ? Je parle de novembre, oui. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a pris 243 décrets présidentiels. Les décrets présidentiels, en fait, il peut les prendre sur tous les domaines qui ne sont pas couverts par la loi. Donc s'il y a d'autres lois qui sont votées sur ces sujets-là, il ne pourra plus utiliser les décrets présidentiels. Donc... Oui, parce que et c'est vrai qu'en plus alors il peut y avoir toutes sortes d'auditions. Hein, j'ai parlé d'impeachment, mais ça peut être sur beaucoup de choses. Et puis c'est vrai que ce qu'on a eu comme évolution, et ça c'est vraiment très important par rapport à il y a quelques décennies, je dirais depuis les 20 dernières années, c'est que tout ce qui est partisan est plus important, le parti est plus important que l'institution. Et normalement, les États-Unis sont basés sur justement l'équilibre des pouvoirs parce que chacun essaye de défendre son institution et le pouvoir qu'il a au sein de son institution. Et là, on a un Congrès qui effectivement s'est totalement effondré du côté républicain parce que ce qui compte, c'est la loyauté envers Donald Trump, non pas envers l'institution qu'on représente, qui s'est totalement vidée de son sens. Mais moi, je pense que Mike Johnson, qui est à la tête, là, il va peut-être pas rester très très longtemps. En tout cas, il est quand même assez critiqué, y compris chez les Républicains. Dans le chat, quelles sont les chances que les démocrates arrivent à avoir la majorité nécessaire au Sénat pour impeach Trump ? C'est difficile. C'est dur à dire. Il y a 4 sièges. Il faut qu'il gagne 4 sièges. C'est beaucoup parce que... Pourquoi c'est beaucoup ? Parce qu'en fait, il faut qu'ils gagnent dans des. Vous savez, il y a que un tiers du Sénat qui est renouvelé. C'est toute la Chambre, mais un tiers du Sénat. Et or, il y a plus de c'est pas des districts, mais de. Les États, parce que les députés sont élus par circonscription au sein des États. En revanche, pour les sénateurs, c'est tout l'État qui vote. Et donc, alors il y a techniquement, il devrait y avoir 33 sièges remis en jeu, il y en a 35. Sur les 35 en question, les démocrates en ont 2 à défendre, qui sont dans des États qui ont voté pour Donald Trump. Et donc, pour ceux-là, il ne faut pas que les démocrates les perdent s'ils veulent récupérer la majorité. Exactement. Mais il faut en plus qu'ils en remportent 4 autres. Il y en a 2 ou 3 qui sont potentiellement gagnables, des États dans lesquels
Les démocrates ont gagné récemment. Et ça a beaucoup évolué parce qu'il y a eu aussi des élections depuis, des élections partielles qui ont montré que dans des comtés, notamment où Trump avait largement emporté la mise, finalement, là, ce sont des démocrates qui ont gagné. Il y a eu parfois des pertes de entre 15 et 20 points. Enfin, c'est énorme. Donc voilà, c'est ce qui laisse penser ouais, que... La difficulté avec les élections partielles, c'est qu'en fait, elles se déroulent hors du cycle Ouais. habituel des élections, et donc il y a beaucoup moins de participation. Et que c'est Ça- des gens motivés, Voilà, en général. mais ça nous dit une chose, en fait, ça nous dit que les démocrates sont extrêmement motivés. Donc toute la question Et que en face, peut-être les c'est- républicains le sont moins, voilà, justement. toute la question, c'est est-ce que les républicains seront motivés. Donc il est possible pour les démocrates de reprendre 4 sièges, mais en fait, 2, ça semble presque gagné. 3, ça semble, sinon probable, du moins possible. Mm. Le 4e siège sera beaucoup plus difficile parce que là, comme le disait Jérôme, il faudrait que les démocrates réussissent à faire basculer des États qui n'ont pas voté démocrate depuis bien longtemps. C'est ça. Dans le chat, Cristal demande fioleusement si on a des nouvelles de Nicolas Maduro. Nicolas Maduro, toujours semble-t-il, en prison sur le territoire américain. Ce qui, moi, me fait penser qu'il y a des négociations en ce moment à Genève, sur l'Iran notamment, et l'Ukraine, bien sûr, où les Américains sont à la table des négociations. Comment c'est perçu dans l'opinion ? C'est peut-être pas perçu. Alors, historiquement, les questions On internationales... dit que les Américains s'en fichent, grossièrement. Bah, en gros, s'ils n'ont pas, C'est- oui, Est-ce que s'ils n'ont pas de, s'il n'y a pas de boys, troupes américaines, c'est pas ce qui va, en tout cas, être un enjeu, voilà, qui est la guerre en Ukraine ou pas, c'est très loin. Bon, bah voilà, l'Iran. Mais alors, c'est quand même intéressant de regarder ce qui se passe, ce que dit Donald Trump, c'est-à-dire que, en fait, il faut voir que ce qu'il ne fera pas, c'est une guerre ouverte avec l'Iran. Il n'enverra pas les troupes en Iran, faire tomber le régime. Voilà, le plus qu'il fera, c'est envoyer quelques missiles et puis faire un deal. Et puis, et c'est terrible parce qu'il y a des attentes du côté notamment de la population iranienne. Mais le but de Trump, c'est de pouvoir avoir un deal, même si le deal n'est pas bon. Il en fera un récit de gagnant qui a le meilleur deal qu'on a jamais eu sur Terre de tous les temps. Il y a un aspect intéressant sur le rapport de la population aux États-Unis aux affaires étrangères, c'est qu'en fait, on confond souvent plusieurs choses. Quand on regarde les enquêtes d'opinion qui demandent aux gens ce qu'ils pensent, ils vont avoir un avis sur est-ce que je suis pour ou contre des frappes en Iran, est-ce que je suis pour ou contre le régime iranien, etc. Mais ça ne veut pas dire que ces choses-là sont importantes pour eux. D'ailleurs, on voit quand ils mettent les priorités, c'est très très bas. C'est extrêmement bas. C'est dans l'épaisseur du trait, au niveau du zéro, en fait. C'est l'économie, c'est l'immigration, c'est la santé, c'est la démocratie, c'est le droit à l'avortement. Et tout en bas, on va retrouver les affaires étrangères. Donald Trump a pris l'immigration comme un de ses gros thèmes. Alors c'est un thème qui est très très rentable politiquement, c'est aussi un thème qui est dangereux aussi. Comment c'est perçu ? À quel point il ne va pas se brûler les mains avec ça ? Alors c'est intéressant parce que là on a justement une grosse évolution puisque c'était son thème vraiment phare. Alors il y avait l'économie d'abord et l'immigration illégale et puis notamment ce qu'il avait dit c'était, et là l'incompréhension elle s'est faite dès le départ avec qu'est-ce qu'un criminel ? C'est-à-dire que pour un certain nombre de républicains et pour trumpistes, toute personne qui est non documentée et sans papier est forcément un criminel. Pour la plupart des Américains, ce sont ceux qui sont dans des gangs, qui commettent des meurtres, etc. Et donc voilà, déjà il se malentendu au départ. Et puis ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, c'est devenu concret, c'est allé très très loin. Il faut faire du chiffre. ICE a eu à peu près un peu tous les pouvoirs. Donc ça a été un peu retoqué, mais ils ont quand même énormément de pouvoir. Et donc ils sont allés tellement loin qu'il y a eu le basculement dans le Minnesota notamment, et puis la mort de 2 citoyens états-uniens. Donc là, on est dans quelque chose qui a fait quand même basculer pas mal l'opinion. Un petit bémol quand même, enfin pas un bémol, mais je veux dire, on pense toujours que les hispaniques qui ont décroché dans les sondages, c'est à cause de l'immigration, mais en fait c'est à cause de l'économie, ça a commencé dès le mois de mars. C'est vraiment la motivation principale. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'immigration, on voit qu'effectivement ça reste très fort chez les républicains, mais ça décroche très très vite chez les indépendants. Alors ça a toujours été bas chez les démocrates. Et ce qu'on voit surtout, c'est que même ceux qui sont d'accord avec l'idée finale qu'il faut contrôler l'immigration ne sont pas du tout pour les méthodes employées
par Donald Trump. Et donc, lui, il a eu, pendant le discours sur l'état de l'Union, il a mis en scène des familles qui avaient perdu des proches tués par des sans-papiers. Enfin, voilà, avec l'émotion, il est reparti sur quelque chose qu'il faisait déjà dans son premier mandat. C'est le Washington Post, à l'occasion du discours sur l'état de l'Union, a fait un sondage auprès de 2500 États-Uniens à peu près. Il a demandé à des partisans et à des opposants à Donald Trump quels étaient les sujets sur lesquels il avait le plus réussi d'un côté, et pour les opposants, quels étaient les sujets sur lesquels c'était la catastrophe la plus totale. Et dans les deux cas, c'est immigration en un et économie en deux. Donc ça nous traduit beaucoup de choses. Ça nous traduit que alors le pays est polarisé, en tout cas entre démocrates et républicains. Ça nous traduit aussi qu'on a une perception de la politique migratoire de Donald Trump qui n'est vraiment pas la même des deux côtés, avec, et effectivement à souligner, ce que tu disais Jérôme, c'est qu'on a vraiment eu un basculement net des indépendants sur ce sujet-là récemment. Et il y a 2 ans de ça, les indépendants, c'était déjà plus que les démocrates d'un côté ou les républicains de l'autre, c'était à peu près 40% de la population. Aujourd'hui, on est à peu près à 50% de la population c'est le plus grand groupe, qui est constituée d'indépendants. Et à peu près 25-25, alors autour de 50 et 25-25. Et ça, c'est important de le dire parce que c'est vrai que souvent, dans les analyses qu'on fait, on met les entend démocrates et républicains. Et en fait, ce qui compte vraiment, le ça va troisième être parti, ce sont les indépendants. Et d'ailleurs, beaucoup de gens maintenant parlent de la constitution éventuellement d'un troisième parti. Alors, c'est toujours très compliqué aux États-Unis, c'est un peu une chimère, mais en tout cas, beaucoup de gens parlent de cette question-là parce que il y a une telle désaffection des deux partis. Et donc, voilà, il y aurait peut-être la place d'un troisième parti, mais ça, c'est la grande question. La difficulté, c'est que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça n'est pas parce qu'on a démocrates, républicains et indépendants qu'on met au milieu que les indépendants sont au milieu. En fait, s'il n'y a pas de troisième parti jusqu'à présent aux États-Unis, c'est parce qu'on a des indépendants qui sont satellisés. Certains plus à gauche, d'autres plus à droite, et selon les sujets, et certains qui vont avoir une position plus à gauche que les démocrates sur certains sujets et plus à droite que les républicains sur d'autres. Donc on n'a pas quelque chose de très cohérent. Mais on a un bloc électoral disparate qui compte énormément au moment des élections, et ce bloc-là, Donald Trump l'a très largement perdu. C'est parfait, ça m'amène à la question que je voulais vous poser juste avant. C'est qui aujourd'hui l'électeur pivot ? Il y a plusieurs réponses possibles. Je ne sais pas si tu veux... Non, vas-y. Alors... Très courageux. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est un peu compliqué comme... Je dirais qu'il y en a 2, en fait, d'électeurs pivots. Je ne compte pas les républicains actuellement. Je pense qu'ils vont être démotivés et que ce qui va compter, en fait, c'est... l'électeur démocrate, la manière, en fait, dont les électeurs démocrates vont se positionner sur une tendance ou l'autre du Parti démocrate et ces fameux électeurs indépendants. Sachant qu'on n'a pas un électeur indépendant, un idéal type de l'électeur indépendant, on en a toute une catégorie. Ce qui est important aussi, c'est de regarder, parce qu'aux États-Unis, ça compte beaucoup, c'est tout ce qui est racial aussi, c'est-à-dire que parce que c'est aussi, on s'identifie à une communauté par son ethnie, par sa race, et il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, le recensement, on se déclare étant blanc hispanique, alors en plus, bon, là, ça ne fonctionne pas parce qu'on sait bien que les races n'existent pas, mais bon, bref, voilà, et donc ce qui va être intéressant, c'est de voir aussi comment, par exemple, on voit un décrochage chez les hispaniques, et on voit que c'était eux qui avaient quand même, qui allaient un petit peu plus vers Donald Trump, les hommes notamment. Et donc là, on voit que là, il y a un décrochage qui est important. Donc là, ça, c'est un élément. Voilà, c'est pareil sur les femmes. Ça va être intéressant de voir. Donc il y a aussi des catégories. C'est-à-dire que c'est indépendant, mais à l'intérieur des indépendants, il y a aussi des catégories qui sont intéressantes à regarder. De voir les jeunes, par exemple. On voit aussi qu'il y a un décrochage aussi chez les jeunes qui avaient, y compris chez les jeunes hommes, il y a un décrochage dans les sondages du soutien à Donald Trump. Donc voilà, ça va être intéressant aussi de voir ça par catégorie parce que beaucoup de gens s'identifient aussi par rapport à ça. On a vu aussi, alors, dans la perspective des élections de mi-mandat, je disais tout à l'heure, les élections au Sénat, ça se déroule dans des États. Donc là, l'électeur pivot, ça va être le sociotype de l'État en question.
Mais dans les circonscriptions, pour rebondir sur ce que tu disais, Jérôme, sur les hispaniques, il y a un certain nombre de circonscriptions pivots qui se situent au Texas, en Arizona, et notamment au Texas, où les républicains ont joué avec ce qu'on appelle le gerrymandering. Ils ont bidouillé les contours des circonscriptions pour s'octroyer davantage de sièges. Mais en fait, comment est-ce qu'on essaie de s'octroyer davantage de sièges ? On change les limites des circonscriptions en réduisant les marges qu'on a eues dans une circonscription où on avait des marges pour s'en donner ailleurs. Sauf qu'à ce petit jeu-là, on peut aussi, si les marges réduisent dans toutes les circonscriptions, on peut aussi perdre 2 circonscriptions au lieu d'en gagner une. Et les républicains ont joué à ce jeu-là dans des circonscriptions où il y a beaucoup d'électeurs hispaniques au Texas. Donc là, on peut avoir cet aspect-là. Ils se sont basés sur les résultats de 2024. Donc évidemment, ça risque d'être très très différent. Et effectivement, le Texas va être très intéressant d'ailleurs à regarder parce que, alors ça fait longtemps qu'on dit que le Texas va peut-être devenir démocrate, voilà. Mais ça va être en tout cas un des États à suivre, d'autant que c'est le 2e État qui a la plus grosse population après la Californie. Est-ce que Donald Trump est un nouveau Donald Trump ? C'est ce qu'il a donné à voir lors du discours sur l'état de l'Union. Par rapport à quand ? Parce que... Par rapport à il y a 6 mois. En tout cas, par rapport à son premier mandat, oui, il est très différent. Il a gagné en confiance, on va dire. Hein. Il a pris la confiance. Oui. et il est entouré de gens qui lui disent, qui font ce qu'il demande. Et je pense il y a aussi quand même eu le moment de sa tentative d'assassinat qui quand même a été un tournant pour lui, où il s'est senti vraiment là... Émotion christique. Voilà. Alors, ce qu'il y croit et ce qu'il n'y croit pas lui-même, en tout cas, il est dans ce récit. Et donc, et je dirais que la base MAGA est quand même prête à aller très très loin, on l'a vu. Y compris on voit que par exemple le mensonge de l'élection de 2020 qu'il aurait soi-disant gagné en réalité, elle est quand même crue par une majorité de républicains aujourd'hui et par une majorité d'élus aussi républicains qui jouent ce jeu-là. Donc c'est quand même, je regardais, on en parlait justement là sur le cabinet actuel et c'est vraiment le test de loyauté, c'est est-ce que vraiment j'ai gagné les élections de 2020. Donc on est dans quelqu'un qui est et on voit aussi sur le côté international, ça c'est aussi une grande différence avec son premier mandat. C'est quelque chose que font beaucoup de présidents dans leur deuxième mandat, mais il veut laisser sa marque. Alors il veut laisser sa marque partout aux États-Unis en mettant son nom partout, construisant des monuments, en mettant son nom sur le Kennedy Center, qui s'appelle le Trump Kennedy Center maintenant. Enfin voilà, ça marche pas, mais bon bref. Mais il veut mettre son nom partout, il veut mettre son nom changer le nom des pays, le Golfe de l'Amérique, non plus le Golfe du Mexique. Et puis il veut marquer vraiment au niveau de l'international et c'est à la fois quelque chose qui est quelque chose de personnel pour lui parce qu'il pense à son héritage, il a 80 ans bientôt et puis aussi et puis par contre ça lui pose un problème parce que pour beaucoup d'États-Uniens y compris de républicains ils veulent pas qu'il aille sur l'international autant et qu'il soit plus concentré sur leurs problèmes à eux. Divine, je te voyais sourire. Oui, y a un point que tu mentionnes, le besoin qu'il ressent de mettre son nom partout, de laisser sa marque partout. Moi, c'est quelque chose qui me frappe vraiment. Je ne pense pas que Donald Trump ait changé depuis un an. En revanche, on a vraiment une grande différence par rapport au premier mandat en termes de comportement, en termes de violence des mesures, violence physique et violence symbolique. Et un des aspects qui est pour moi très fort dans la violence symbolique, c'est cette manie d'afficher sa figure partout et de mettre son nom partout, y compris quand c'est illégal. Et il le fait sans se faire reprendre par le Congrès. Je dis ça en pensant au Kennedy Center, qui est le centre des arts et du spectacle, le centre national des arts et du spectacle de Washington, de la ville de Washington, qui a été créé par une loi du Congrès pour être un hommage au président Kennedy, et la loi dit spécifiquement qu'il ne sera accolé aucun nom à celui de John Fitzgerald Kennedy. Et aujourd'hui, sur le bâtiment, il y a le nom de Trump. Il a aussi fait déployer des bannières à son effigie sur le ministère de la Justice,
sur le ministère du Travail auparavant, je crois aussi sur le ministère de l'Agriculture. Alors c'est vrai que c'est une bannière là, qui est toute verticale, juste sur le département de la justice. Alors on avait sur le département du travail, etc. Mais alors de la justice, C'est un quand pied même formidable. Ah bah, Mais ça peut pas, ce sont pas des décisions qui peuvent être attaquées, ça. le problème, en fait, elles ne le sont pas. le problème, c'est qu'il y a tellement de choses sur lesquelles il faut l'attaquer, il doit l'attaquer. Les tribunaux ont du mal à suivre. Et puis, c'est compliqué parce il y a aussi une décision de la Cour suprême qui fait qu'une décision qui est prise par un tribunal fédéral ne peut pas forcément s'appliquer sur l'ensemble des États-Unis. Enfin voilà, on a plein d'éléments un peu complexes. Mais en tout cas, c'est vrai que cet aspect chez Donald Trump est quand même un truc qu'on n'a jamais vu aux États-Unis. Enfin, c'est vraiment inédit. C'est même l'antithèse de ce que Complètement. voulaient les fameux pères fondateurs, en particulier George Washington, qui, pendant un certain temps, sur la fin de son mandat, aurait pu peut-être rester au pouvoir, devenir un roi. En fait, il y avait même des demandes au sein de la population. Et l'attitude de George Washington a été anti-trumpiste. Ça a été... Mais c'est marrant parce qu'il est en même temps... alors, ce qu'il faut voir, moi, je me suis toujours posé la question de comment le voient ses partisans, comment ils voient ça. Alors, en fait, il y a un côté un peu carnavalesque pour eux. Ils trouvent ça assez drôle parce qu'il met en plus en scène... toujours avec un petit peu d'humour, c'est-à-dire qu'il est toujours aussi dans le... Il fait le job, clairement. Ah ben, voilà, donc quand on le voit se mettre en roi dans un avion et puis déverser de la merde sur les manifestants, voilà. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que pour ces partisans, ça les fait assez rire que tous les gens, tous leurs ennemis, entre guillemets, se choquent. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle en anglais to own the libs, c'est-à-dire que c'est une manière de dire on vous a eu, voilà. Et lui dit à chaque fois, en fait, vous avez aucun humour, vous êtes voilà. Donc il joue beaucoup là-dessus, toujours sur le fil, mais effectivement, il met son nom partout et ses partisans n'y voient rien à redire, bien évidemment, là-dessus. Et un autre aspect peut-être, c'est qui n'est pas sans lien, c'est la question de la liberté d'expression. C'est-à-dire que là... donc vous supportez pas qu'on se moque de vous. Lorsque les démocrates étaient au pouvoir avec Joe Biden, les républicains et les conservateurs n'avaient de cesse de se plaindre du wokisme, de la censure et du fait qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer publiquement. Alors que, en fait, les seuls qui étaient réduits au silence, c'est les personnes qui mettaient en danger d'autres personnes ou qui appelaient à la haine, etc. Et de manière extrêmement poussée parce que, justement, la liberté d'expression est très large aux États-Unis. Et là, on a eu un renversement au cours de ce mandat de Donald Trump de la manière dont la parole publique est possible, à la fois pour les opposants de manière générale, pour les contre-pouvoirs internes à l'administration, Jerome Powell à la Fed par exemple, ces personnes-là, et pour les animateurs d'émissions télévisées ou les journaux. Le New York Times, le Wall Street Journal se sont pris des procès de Donald Trump. L'émission de Stephen Colbert sur CBS va s'arrêter. Jimmy Kimmel a été suspendu. C'est ça. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des questions aussi financières très importantes, puisqu'il y a Ellison notamment, qui est un allié de Donald Trump, qui est à la tête de Paramount, qui a récupéré notamment CBS, qui a mis quelqu'un à la tête de la rédaction qui est Barry Weiss, et qui est quelqu'un qui est beaucoup plus à droite et pro-Trump, qui change en fait vraiment la ligne éditoriale de la chaîne. Et ça vient d'en haut. Et en fait, ce qui est intéressant par rapport au wokisme, qui est un terme en plus, il faudrait en passer une heure là-dessus, mais il y avait effectivement parfois une pression, mais qui venait souvent de bas, c'est-à-dire que sur les universités, il y avait des manifestations qui venaient des étudiants pour empêcher que des gens viennent parler. C'est vrai, ça existait. Il y avait une pression aussi de boycott de certains produits, etc., par rapport à certaines entreprises. Mais là, on est dans une autre forme, c'est le contraire, c'est-à-dire que ça vient du haut et ça vient vraiment du pouvoir. Et ça, c'est beaucoup plus inquiétant, puisque effectivement, là, on est dans une forme fascisante quand même d'empêcher la liberté d'expression. Et pour l'instant, la Cour suprême n'a rien fait là-dessus. Et a notamment donné à Donald Trump une immunité totale, quasiment, pendant ses fonctions, tant qu'il est en fonction comme président.
Si Donald Trump avait d'autres velléités, les institutions pourraient résister. Alors, au niveau du Congrès actuellement, non, je n'y crois pas. On voit souvent les quelques sénateurs républicains s'exprimer, mais rarement tous en même temps, rarement suffisamment en même temps pour Puis bloquer. c'est souvent ceux qui se représentent plus. Oui. Voilà. On entend aussi quelques députés républicains s'opposer, mais globalement, le Congrès ne joue pas son rôle. C'est un peu plus délicat du côté de la justice, parce qu'il y a des décisions de justice qui ont bloqué des actions de l'administration Trump. Le problème, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Jérôme, c'est qu'en fait, ça prend du temps. Un exemple, lorsque Donald Trump envoie la garde nationale fédéralisée à Los Angeles, contre l'avis du gouverneur, ça n'était pas arrivé depuis les années 60, et à l'époque c'était pour protéger les militants favorables aux droits civiques. Là, on envoie la garde nationale contre l'avis d'un gouverneur, l'État de Californie porte plainte, même chose à Portland, même chose à Chicago. La décision finale judiciaire a été rendue à l'automne, alors que le déploiement c'était en juin. Donc il peut se passer énormément de choses. Mais la décision a été rendue. Et il faut noter quand même le courage d'un certain nombre de juges qui sont menacés très souvent. Et puis, il y a aussi la pression de la rue, on l'a vu dans le Minnesota. Et franchement, le courage de ces gens qui risquaient leur vie, en fait, et qui sont fait ça en plus à moins 20 degrés. Il y a eu des manifestations constamment. Et puis, il y a une organisation, et c'est là que c'est intéressant aux États-Unis, des communautés, en fait, qui utilisent les réseaux. Alors, il y avait ces sifflets pour prévenir que ICE arrivait. Voilà. Donc, on voit aussi qu'il y a des choses qui se passent au niveau de la population. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui est dans le Minnesota et qui me disait, ce qu'on attend aussi, c'est une figure qui va représenter la résistance, mais en tout cas, il y a des choses qui se passent partout. Et ça, c'est assez impressionnant. Il ne faut pas oublier aussi les manifestations qu'il y a eu en juin, la No King's Day, par exemple, qui a été la plus grande manifestation. C'est octobre la plus grande. Oui, la plus grande, c'était en octobre. Il y avait eu celle d'avant, c'était en juin, mais mais c'était déjà énorme. Qui était déjà la plus grande d'avant, en fait. Voilà. Et qui sont deux manifestations qui ont eu lieu et qui ont très très bien marché, surtout dans un pays comme les États-Unis qui ne fonctionne pas toujours par ce genre de résistance. La gouverneure de l'État de Virginie pourra incarner ça ? Ça me paraît beaucoup trop tôt pour se positionner là-dessus. On parle un peu d'elle en ce moment. Mais c'est une des figures qui monte. Alors, c'est une figure qui monte, mais il y a pas mal de figures qui montent, et on revient à la question de... Il y a Shapiro, il y en a beaucoup. Oui. Il y a... C'est la question de quelle est la tendance qui va l'emporter au sein du Parti démocrate, et honnêtement, pour moi, c'est pas encore tranché. Non, c'est pas du tout. Parce que on a la possibilité aux États-Unis, pour que ça aille d'un côté et puis ensuite de l'autre. Donc, on a eu Trump, il est possible que ça parte de l'autre côté. Zoran Mamdani aurait-il été possible à New York s'il n'y avait pas Trump comme président ? Alors, il a aussi bénéficié du fait qu'il y avait des démocrates très corrompus avant lui, gouverneurs qui avaient des voilà. Mais il y a quand même un fait intéressant sur l'élection à la mairie de New York, c'est que Zoran Mamdani a fait exploser le nombre de votes. C'est ça. Mais en fait, son opposant Andrew Cuomo, démocrate, ancien gouverneur, bien établi, bien connu, rassurant pour un certain nombre de personnes, même s'il était corrompu, il a obtenu en fait plus de votes que le vainqueur de toutes les élections précédentes. Donc on a eu un Zoran Mamdani qui a été élu malgré une très forte mobilisation en faveur de son opposant pour empêcher qu'il arrive au pouvoir. Et ce que ça nous dit aussi, c'est que ça sera quelqu'un qui maîtrisera très très bien l'image et l'incarnation et les réseaux sociaux. Parce que Mamdani, sa grande force aussi, ça a été d'avoir au niveau de la communication, alors certains disent qu'il fait du Trump, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, ce qu'il sait faire, c'est montrer vraiment, il veut geler les prix des loyers, il se met, il va dans la mer froide et puis il se filme.
films. Enfin voilà, on voit qu'il sait parler aux gens de la manière dont il faut communiquer en politique aujourd'hui. Et ça, il faudra que ce soit quelqu'un qui maîtrise. La gouverneure de Virginie, son discours était très intéressant, mais c'était très classique. Je ne suis pas sûr qu'un profil comme ça puisse fonctionner aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux. Il y a 18h59, passé de 57 secondes, il est quasiment 19h. C'est l'heure quasiment de nous quitter, peut-être l'heure aussi du mot de la fin ou du mot de la suite. Ludivine Gilly. Et paf. Voilà, et paf. C'est bien que ça soit sur toi en premier, ça me laisse le temps de réfléchir. Et paf, c'est probablement ce qui arrivera à Donald Trump et au Parti républicain au mois de novembre. Merci pour cet excellent mot de la suite. Le mot de la fin ou le mot de la suite, Jérôme Viala. Oui, il va falloir vraiment regarder ça avec attention parce que beaucoup de choses là vont changer et ce qu'il faut regarder aussi, c'est est-ce que les élections vont se passer de manière juste et démocratique et que va faire Donald Trump par rapport à ces résultats qui risquent d'être très négatifs. Merci Jérôme, merci Ludivine, il est 19h passé de 37 secondes, c'est la fin de ce stream chers amis, merci d'avoir suivi. Merci à vous dans le chat, vous étiez très 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 nombreux, encore une fois en deuxième partie, c'est toujours un plaisir de vous lire. Vous étiez spécialement nombreux aujourd'hui, donc c'est formidable, je m'en félicite, merci pour vos questions, merci pour vos humeurs vagabondes et acidulées, merci à Stéphanie Berlier au visuel, merci à Jérémy Lamodé, merci à toutes celles et ceux qui avec abnégation derrière la vitre nous donnent le cadre, l'image, le pixel, merci à Damien, Mathieu, Louis Selim, merci à Cyril aussi. Ces 2 heures de talk, vous en avez peut-être raté un bout, vous voulez partager nos discussions avec votre collègue, votre copine de tram, votre copine de TGV, votre cousine de la cantine, ça tombe bien, le stream est dispo dans un instant sur Twitch, il est aussi dispo sur la page replay de l'émission sur le site de France Info, le site de France Info c'est franceinfo.fr, mais vous le savez puisque vous vous informez bien entendu sur France Info. Le talk de France Info, vous le retrouvez aussi sur YouTube et enfin pour ceux qui veulent le réécouter avec les oreilles, avec du son, celui du service public par exemple, vous le retrouvez tout ça dans un instant en podcast sur la plateforme de Radio France. On se retrouve jeudi, mais pas jeudi prochain, on se retrouve jeudi, le jeudi 12 mars, donc jeudi prochain, pas de stream. Rendez-vous donc le jeudi 12 mars, donc pas vraiment de bonheur, mais certainement de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. Salut.